Alors, ce soir, un moment d'échange dans le cadre de cette action commune. Je remercie nos deux intervenants, Thierry et Jean-Pascal, d'avoir fait le déplacement ici à Bazecle. Je remercie également Marie et Fatima. Le déroulé sera avec les interventions de Jean-Pascal et Thierry, réponse après de Marie et de Fatima, et je passe la parole à Nicolas, sachant que Quentin, le président de la fédération PS de Wallonie-Picard, nous rejoindra lui un peu plus tard dans la soirée. Il interviendra par rapport aux conclusions. Merci à toutes et tous, et Nicolas, à toi. Merci Sébastien, bonsoir à toutes et à tous. Et tout d'abord, toutes mes excuses, j'ai dû gérer en catastrophe une grève de la faim devant chez moi et la presse il y a une demi-heure de cela, donc voilà, ça fait partie des aléas du métier. En tous les cas, je suis ravi de vous voir si nombreux ce soir dans cette belle maison du peuple. Je salue nos intervenants qui, en tout cas pour Thierry, arpentent le Hainaut depuis ce matin, parce qu'il était à Mons lors de la manifestation de la FGTB, et Jean-Pascal, lui, connaît cette terre par cœur, puisqu'il les arpente en tout temps. Donc, et puis, voilà, je suis particulièrement bien accompagné. Je ne vais pas être très long, je vais juste vous dire quelques mots, parce qu'on est dans la dernière ligne droite, évidemment, de la campagne électorale qui se clôturera fin de semaine et par le vote de ce dimanche, par quelques considérations. La première, c'est que on est à un moment charnière, puisque vous l'avez sans doute observé, mais la situation politique dans ce pays est quand même extrêmement difficile pour le moment. On a au nord du pays, et rappelons-le, ils sont quand même majoritaires en Belgique, une extrême droite qui arrive en tête dans les sondages, et pas un peu, avec 26-27% des intentions de vote. Et juste derrière eux, on a une droite indépendantiste qui, si on cumule l'ensemble de ces deux partis en projection de sièges, est majoritaire demain au Parlement flamand et largement représentée à la Chambre des représentants. Ça veut dire qu'on va devoir faire face à la fois à un rouleau compresseur de droite et très flamand, très flamingant, ce qui n'est quand même pas pour nous rassurer, et que face à cela, il faudra une force progressiste du côté wallon et francophone qui puisse faire le poids pour continuer à faire avancer notre agenda politique et social. C'est un premier élément qu'il faut bien avoir à l'esprit, parce que ça veut dire que dans les rapports de force qui sortira des élections demain, seuls des partis progressistes capables de prendre leurs responsabilités pourront faire pencher la balance un peu moins vers la droite, parce que cette droitisation, on la ressent partout, y compris chez nous en Wallonie, avec le discours de Boucher et la remontée des engagés. Donc il y a vraiment un momentum politique particulier qu'il faut bien saisir, et même si ce n'est pas un réflexe qui est le réflexe premier du cœur, le réflexe du vote utile, c'est quand même quelque chose qu'il faut marteler cette semaine, parce que les gouvernements de droite et le bilan des gouvernements de droite, on les connaît, que ce soit dans les années 80 ou entre 14 et 20, puisqu'ils ont mis le temps à quitter avec la formation du gouvernement en 2020. Ça a été des années très difficiles, avec des sauts d'index, avec des économies dans les services publics. Enfin, vous connaissez tout cela mieux que moi, ou aussi bien que moi. Ça n'a pas laissé de bons souvenirs, en tout cas de ce côté-ci de la frontière linguistique, et les services publics s'en souviennent aussi. Et donc, il faut vraiment faire attention à ce qui va se faire et ce qui va se jouer dimanche prochain, parce qu'on risque évidemment de reprendre une cure d'austérité, d'autant plus qu'il faut que chacun et chacune ait les chiffres en tête. Selon le bureau du plan et selon les estimations de la Banque nationale, il faudra économiser sur la mandature qui vient une 30aine de milliards d'euros pour pouvoir rééquilibrer les comptes du budget des pouvoirs publics et de l'État en particulier, selon les nouvelles règles fixées par la Commission européenne. 30 milliards d'euros, ça paraît un petit peu abstrait comme cela quand on évoque un chiffre tel que celui-là, mais j'avais fait le calcul il y a quelques mois, je pense que ça représente à peu près 4 000 euros par an par contribuable. C'est colossal, c'est pas à vous que je vais le dire, 4 000 euros par an par contribuable, soit en recettes, soit en économie sur les dépenses, soit en lutte contre la fraude. Et donc c'est un montant considérable. Et évidemment, selon qu'on ait des recettes, enfin, une approche, une philosophie de gauche ou de droite, pour pouvoir trouver des solutions pour rééquilibrer en tout ou partie les comptes publics et aussi garantir des moyens financiers pour pouvoir augmenter les salaires, financer la sécurité sociale à juste titre et les services publics. Évidemment, selon qu'on soit de gauche ou de droite, les réponses ne seront pas tout à fait les mêmes et même pas du tout identiques. Et donc, quand on voit que non seulement il y a une fragmentation politique, il y a une droitisation, et qu'en plus on est à un moment où, financièrement parlant, pour les pouvoirs publics, on est à un tournant très très sensible, je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu'on réfléchisse vraiment bien au vote que l'on va poser ce dimanche, parce qu'en fonction de ce vote, eh bien, les
5 années que nous allons vivre ne seront pas tout à fait les mêmes si on vote plutôt à droite ou plutôt à gauche, et si on vote à gauche, si on vote utile, en l'occurrence pour les listes du Parti socialiste. Et donc, voilà, je pense que c'est un message qu'il faut faire passer chez tout le monde. C'est vrai aussi pour les corps intermédiaires, mais ça, je pense que Jean-Pascal et Thierry en parleront beaucoup mieux que moi. Si on a encore un gouvernement de droite demain, sa première mission, son premier objectif, et Thierry l'a rappelé ce midi sur la Grande Place de Mons dans son discours, ce sera de détruire les corps intermédiaires, ce sera de détruire le dialogue social et d'écarter les partenaires sociaux de tous les processus dans lesquels ils sont heureusement impliqués depuis longtemps dans l'histoire de ce pays. Et donc, cela aussi, il faut que chacun le mesure et en prenne conscience, qu'on soit militant syndical, qu'on soit militant ou membre d'une mutuelle. Il est plus que jamais indispensable qu'on soit solidaire d'abord entre nous au sein de la famille socialiste pour que le vote qui se traduise dimanche puisse aussi être un vote de protection des droits et des intérêts syndicaux et mutualistes. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long. Il y a des interlocuteurs très qualifiés qui vont pouvoir vous faire part de leurs sentiments aussi pour cette soirée. En tout cas, merci pour votre présence, bonne soirée et surtout bonne fin de campagne à toutes et à tous. Merci Nicolas pour cette introduction, merci à Sébastien. Je ne vais pas refaire la même introduction et je vais me permettre de commencer directement pour cette rencontre Action Commune, organisée par Solidaris Wallonie, territoire de Mons-Wapi, la fédération PS de Mons-Borinage, la fédération de notre belle régionale Wallonie-Picarde en collaboration avec l'AFGTB et le PAC Wapi et le PAC Mons-Borinage. Voilà, tout ensemble, réunis ce soir pour la dernière ligne droite. Avec les élections qui approchent, cela ne vous aura pas échappé. Voilà, alors je vais pas revenir sur le contexte d'austérité que Nicolas vient de décrire, mais il va sans dire que les enjeux des prochaines élections et de la prochaine législature sont colossaux. Avec nous ce soir pour nous éclairer sur ces défis à relever, Jean-Pascal Laby, secrétaire général de Solidaris Wallonie, et Thierry Baudson, président de la FGTB. Merci à vous d'être présents. Face à eux, 2 élus, 2 candidates aux prochaines élections également. Notre députée locale, régionale, fédérale, Fatima Alaouche, première suppléante à la Chambre. Et à ses côtés, Marie Meunier, présidente du CPS de Mons et 4e effective à la Chambre également. Toutes 2 donneront la réplique aux interventions de Jean-Pascal. Alors le déroulé, Jean-Pascal et Thierry se succéderont pour présenter leur programme, leurs avis, leur point de vue et leur éclairage sur la situation actuelle et surtout sur l'avenir et comment ils l'envisagent. Et puis Fatima et Marie répondront. Nous passerons ensuite à des réactions du public si vous avez des questions à l'un ou l'autre intervenant. Ensuite, nous clôturerons la soirée avec notre président fédéral, Quentin Huard. Et voilà, et nous prendrons un verre, vraisemblablement, me fait-on signe, en fin de soirée. Alors, commençons tout de suite. Jean-Pascal, la droite s'attaque frontalement à la sécurité sociale. La solidarité, les soins de santé, les revenus de remplacement, etc., sont les cibles principales d'une droite complètement décomplexée, avec des agressions répétées contre les corps intermédiaires, aujourd'hui seuls défenseurs de la démocratie et de la justice sociale. Alors pour y faire face, Solidaris s'est mobilisé et se mobilise depuis toujours très activement et présente son mémorandum actuellement. Et peux-tu nous expliquer pourquoi aujourd'hui l'État social, ce n'est pas un problème, mais c'est la solution? C'est là que si je réponds non, la soirée est clôturée. Je te taquine. Bien, je ne vais pas la faire longue, on va aller droit au but, parce que je pense qu'on est dans la dernière ligne droite de cette campagne. Vous aurez certainement vu que tant la FGTB par l'intermédiaire de Thierry ou Solidaris par mon intermédiaire, on s'est largement mobilisé, on sait où sont les problèmes, et vous le savez aussi d'ailleurs aussi bien que nous, et où là on doit porter le fer. Donc juste un petit mot de contexte en vous disant que ça ne fonctionne pas. Ah voilà. Qu'on est dans un monde d'incertitude
avec une multiplication des crises, et ce n'est pas terminé, qu'elles soient sociales, sanitaires, environnementales, migratoires, et qu'on a aussi ces crises géopolitiques, et la prochaine élection aux États-Unis sera certainement aussi déterminante pour l'avenir du monde. Avec un fil conducteur dans l'ensemble de ces crises, qu'est-ce qui ressort? Un énorme problème de santé mentale. C'est vraiment majeur, c'est vraiment la maladie de ce siècle. C'est une forme de maladie invisible, vicieuse, vais-je dire, et on va devoir s'y attaquer, j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième élément, c'est que le dérèglement climatique, la dégradation de l'environnement, on ne va plus pouvoir faire de politique de santé à l'avenir sans tenir compte de ça. Ça me paraît très clair. La qualité du logement, la pollution de l'air, de l'alimentation. On ne va pas vous parler de l'eau, parce que c'est le sujet en Wallonie qui est extrêmement important. Donc je pense que tous ces éléments-là devront être intégrés dans les politiques de santé à l'avenir. Ce qui est extrêmement préoccupant, c'est les métiers du soin. La pénurie dans l'ensemble de nos structures de soins, qu'elles soient hospitalières, maisons de repos, voire également structures à domicile. C'est vraiment un problème majeur et je pense qu'aujourd'hui, j'en suis même intimement persuadé, que si nos hôpitaux un jour craquent, ce sera par là. Vous savez qu'il y a 2500 lits d'hôpitaux qui sont fermés dans ce pays parce qu'on n'a pas d'infirmières pour soigner les gens. Donc qui dit lit fermé, dit problème d'accessibilité, de report de soins. Et enfin, la marchandisation des soins, parce que notre secteur de santé, qui reste un excellent secteur, est encore impacté malgré tout par cette marchandisation, secteur du médicament, secteur des maisons de repos, et un secteur, passez-moi l'expression, qui s'est fait des couilles en or durant la crise sanitaire, c'est celui de la biologie clinique, de ces laboratoires, qui vraiment... Et un quatrième secteur qui est aujourd'hui menacé, qui est celui du domicile. On l'a encore dit vendredi dernier avec nos collègues de la mutualité chrétienne. Donc la prochaine législature, pour nous, il y a plusieurs priorités. Je n'en ai épinglé que 3 aujourd'hui, mais elle va être essentielle pour les soins de santé, car dans les soins de santé, quoi qu'ils en disent, on paye toujours la législature précédente, et ce gouvernement est maire NVA, et cette ministre de la Santé de bloc. La réforme du financement hospitalier, c'est essentiel. Je ne connais plus dans ce pays un seul hôpital qui est aujourd'hui encore à l'équilibre financier. Donc si on ne règle pas ce problème, ce qui est quand même une ligne de soins extrêmement importante, va avoir d'énormes difficultés et donc d'accessibilité aux soins de santé. La pénurie, je l'ai évoqué il y a un instant, avec que quand on fait des études d'infirmières, aujourd'hui, il y a plus que 60% de ces personnes qui vont professer. Il y a quand même un vrai problème d'attractivité et de sens au travail. Et puis bien sûr, la difficulté d'accès aux soins ambulatoires, et notamment cette problématique de la fuite des spécialistes qui quittent les hôpitaux et qui vont s'installer dans des polycliniques à l'extérieur des hôpitaux et qui vous facturent des suppléments d'honoraires importants. C'est au moins 3 grands défis. Il y en a plein d'autres et je vais les lister brièvement dans un instant. Je ne veux pas non plus négliger les enjeux régionaux. Nous ne sommes pas demandeurs, nous, d'une 7e réforme de l'État. On n'a déjà pas digéré la 6e, c'est-à-dire le transfert de compétences du fédéral vers les régions. Mais je ne suis pas non plus tout à fait naïf et je sais que ce problème va être sur la table. Donc on s'y prépare. On n'est pas demandeurs, mais on s'y prépare. Et ça ne sert à rien d'aller à la négociation en disant on est demandeur de rien, surtout de fric, souvent. Mais donc ne commettons plus cette erreur-là, allons à la négociation avec une thèse et on se prépare. Et je ne suis pas non plus distrait des enjeux de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce que c'est là que le financement de tout le monde associatif, de toute l'éducation permanente se situe. Et ça, c'est vraiment le ciment qui est extrêmement important pour nous, et je ne suis pas distrait non plus des enjeux européens, mais Thierry en parlera, et Nicolas l'a évoqué tout à l'heure, et notamment cette cure d'austérité qui arrive suite au vote qui a été fait sur le plan européen. Alors de quoi avons-nous besoin? On a besoin d'un PS fort partout, mais surtout un PS qui reprend la santé au niveau fédéral. Je vais vous dire la même chose que ce que j'ai dit lorsque nous avons fait ces présentations, Thierry et moi. Un jour, Paul Magnette nous a expliqué que quand Vorreut, qui était encore SPA, avait la santé, c'est comme si nous l'avions. Eh bien, je peux vous dire que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai du tout. Et donc, nous demandons
nous solidarisent à ce que le PS, et il faudrait évidemment être dans un rapport de force qui le permet, reprenne la santé à tous les niveaux de pouvoir, que ce soit au niveau fédéral et au niveau régional. Je l'ai dit, nous ne sommes pas demandeurs d'une 7e réforme de l'État, mais peut-être que les circonstances vont nous l'imposer. Et puis, on est très attentif à un dossier, je ne vais pas être très technique, mais qui va largement impacter nos soins de santé demain, qui est porté par Van den Broek aujourd'hui. C'est un peu une 7e réforme de l'État qui ne dit pas son nom. C'est la territorialisation des soins. C'est-à-dire, vous prenez un bassin de vie, vous mettez le patient, et on structure tous les soins autour du patient, qu'ils soient hôpitaux, maisons de repos, maisons médicales, médecins généralistes, soins à domicile, organismes assureurs, etc., mutualité et compagnie. Donc ça, c'est un dossier extrêmement important qui va se prolonger sur la prochaine législature. Et enfin, ce contexte austéritaire qui va certainement influencer la prochaine législature. Je ne vais pas entrer dans trop de détails, Thierry le fera dans un instant. Mais comment imaginer un seul instant, si on entre dans cette logique d'austérité, que la sécurité sociale y échappe? Puisqu'on va regarder les gros budgets qui sont ceux de la sécurité sociale, hein, rien que les soins de santé, c'est déjà un peu plus de 30 milliards, on est quasi à 40 milliards si on y ajoute les incapacités de travail. Et donc il va falloir du courage pour dire non, ce n'est pas là que l'on doit faire des économies, et on ferait mieux d'ailleurs de parler beaucoup de recettes additionnelles. Ce pays est très riche, l'économie belge se porte bien, Thierry vous le dira aussi. Je suis un peu de teasing pour lui, là je chauffe la salle et il va être al dente dans un instant. Donc voilà. Donc c'est un point important, que ce contexte austéritaire, parce que, et c'est vrai pour les communes aussi, je regarde Bruno, mais c'est vrai pour les communes aussi, si on impuissante les communes, que voulez-vous à un moment donné, et Marie le sait aussi comme présidente du CPAS. Donc ce que nous voulons, nous, dans notre mémorandum, c'est préserver la solidarité interpersonnelle, c'est-à-dire un financement fédéral, une sécurité sociale fédérale financée par les cotisations sociales. Je peux vous dire que le grand rêve de Boucher, c'est de supprimer les cotisations sociales et de faire tout financer par l'impôt. Pourquoi ? Parce que quand il n'y a plus de cotisations sociales, qui n'est jamais qu'un salaire différé, que les travailleuses et travailleurs laissent pour financer des besoins futurs, il n'y a plus de concertation sociale et il n'y a plus de gestion paritaire. Et on affaiblit les syndicats et les mutualités. Et c'est ça le rêve de Boucher. Nous voulons également une augmentation du budget de 3%. Ce n'est pas un organisme crypto-communiste lié à la FGTB ou à Solidaris qui le dit, c'est le bureau du plan. Le bureau du plan dit l'augmentation naturelle des dépenses dans ce pays, liée au vieillissement, liée aux maladies chroniques, liée à la technologie, c'est 3% par an, plus l'inflation. Et en soins à domicile, on est à plus de 6% d'augmentation par an. Et donc nous demandons à ce que le budget augmente de 3% par an. Je fais juste une incise, j'y reviendrai dans un instant. Quand on compare le programme du MR à nos revendications, et notamment à ces 3%, eh bien, l'EMR prévoit, sous la prochaine législature, 5 milliards d'euros d'économie. 5 milliards d'euros d'économie. C'est des médicaments moins bien remboursés, c'est des consultations chez le médecin qui seront moins bien remboursées, c'est un définancement des hôpitaux, et on permettra bien sûr les suppléments d'honoraires. Donc c'est vraiment la promotion d'une médecine à deux vitesses. Un point qui est très très important pour nous aussi, et nous ne sommes pas le seul à le porter, la FGTB le porte, le monde associatif aussi le porte, et ça concerne surtout les femmes, c'est la suppression du statut de cohabitant. On est dans un pays où finalement vous avez un homme et une femme, et l'homme a plus de droits que la femme, alors qu'ils contribuent tous les deux de la même manière à la vie en société. Ça, c'est totalement inacceptable dans un pays aussi riche que celui-là. Bien sûr, la qualité des emplois, c'est un point important aussi. Alors, la santé mentale, on est en train d'élaborer un plan Marshall pour cette santé mentale, et c'est singulièrement vrai pour les jeunes. Les jeunes, aujourd'hui, sont en perdition totale, et vous voyez d'ailleurs, j'entendais ce matin, que l'Australie prend des mesures sur l'accès aux réseaux sociaux pour les jeunes. Il y a vraiment un vrai problème de société est lié à la santé mentale. La marchandisation des soins, j'en ai parlé. Lutter contre le report de soins. 44% des personnes en francophonie, donc Bruxelles et la Wallonie, reportent des soins pour des raisons médicales. Et c'est encore bien plus pour les familles monoparentales, c'est-à-dire les femmes seules avec des enfants.
Et on est un pays très riche. Comment est-ce qu'on peut accepter des choses comme cela? Et puis, bien sûr, garantir la sécurité tarifaire des patients, c'est quand vous allez chez le médecin, qu'il est conventionné, vous savez ce que vous allez payer et vous connaissez le montant du remboursement. Quand il n'est pas conventionné, il peut vous réclamer ce qu'il veut. Et donc ça, c'est vraiment l'accès à une médecine à 2 vitesses. Alors, il ne faut pas se tromper d'adversaire. Notre vrai adversaire, c'est la droite. C'est vraiment la droite. Le MR, l'OpenVLD et la NVA. Et avouons-le, et d'ailleurs, je regarde Camille, mais je pense qu'après, nous allons devoir faire un grand exercice d'introspection. D'ici dimanche, on va se battre pour gagner ces élections. Mais je suis de ceux qui pensent que ce parti va devoir se regarder dans le miroir à un moment donné, parce que la guerre culturelle, elle a été gagnée par la droite. Ils ont gagné aujourd'hui, mais aucune victoire n'est définitive. Le chômeur est un fainéant et le malade est un profiteur. Ils ont gagné cette bataille-là. Quand on nous dit aujourd'hui qu'il vaut mieux rester au chômage, c'est bien mieux et vous gagnez pratiquement la même chose que si vous étiez au travail. C'est archi faux. Là aussi, mon ami Thierry va vous en parler dans un instant parce que oui, mais comme ça. Non, sincèrement, quand il nous dit ça, c'est faux, c'est archi faux, c'est faux. Mais ils ont gagné cette bataille culturelle. Et je constate qu'il y a quelques journalistes quand même aujourd'hui qui rebondissent là-dessus. Et donc, je reviens à ce que je disais il y a un instant. L'EMR, c'est 5 milliards d'économies dans les soins de santé. Donc, je l'ai dit, je l'ai redit, et je me mouillerai encore d'ici dimanche, et même après, voter MR, c'est voter pour moins de soins de santé. Le grand danger que nous avons aussi dans le futur, et dans le futur très proche, c'est cette arrivée de l'extrême droite et de la droite nationaliste en Flandre, parce que nous pouvons faire tout ce que nous pouvons en Wallonie, à un moment donné, il va falloir négocier. Et on aura en face de nous, et majoritairement, et très majoritairement, en Flandre, des partis soit de centre droit, et malheureusement notre parti frère n'est quand même pas loin de cela, et des partis de droite ou d'extrême droite. Alors on a subi beaucoup d'attaques, parfois nous deux à titre personnel, des attaques de la droite sur les corps intermédiaires. Qu'est-ce que c'est finalement un corps intermédiaire et pourquoi est-ce qu'ils nous en veulent autant? Pour qu'une démocratie soit saine, soit vivante, elle doit pouvoir avoir en son sein des personnes qui sont capables de dire à ceux qui gouvernent « nous ne sommes pas d'accord » et d'ailleurs la population non plus n'est pas d'accord avec vous, ou une partie de la population n'est pas d'accord avec vous. Une démocratie doit accepter d'avoir en son sein des contre-pouvoirs. Et c'est ça que déteste la droite aujourd'hui. Une droite qui s'est complètement déplacée sur l'échiquier politique vers la droite extrême, et parfois même qui flirte avec des propos d'extrême droite et qui les relance d'ailleurs sur les réseaux sociaux, comme le président du MR. Et donc ces corps intermédiaires aujourd'hui dérangent. Et ils sont largement attaqués. Il y a deux manières de les attaquer. C'est assez simple. Il ne faut pas avoir fait de grandes études pour le comprendre. Soit de vous les définancer, soit de vous leur interdisez de faire des choses. Et c'est ça qui nous pend au nez au lendemain de ces élections. Nous le savons très bien. Ça décuple notre volonté de nous battre pour que cette démocratie reste vivante demain avec des corps intermédiaires qui soient syndicalistes, qui soient mutualistes ou qui soient associatifs, parce que le monde associatif aussi est un corps intermédiaire. Et puis, bien sûr que les enjeux démocratiques sont extrêmement importants. Moi, je suis frappé quand je discute avec les personnes qui sont candidates, mais on va peut-être l'entendre après, on ne nous engueule pas, mais il y a une forme de désintérêt de la politique. Et donc on doit retrouver ce chemin de la démocratie, du partage ensemble, de l'aventure humaine commune. C'est ce chemin-là qu'on doit retrouver et que notre démocratie est aujourd'hui malade de cela. Et comme le disait très bien Camus, quand une démocratie est malade, le fascisme vient à son chevet, mais ce n'est pas pour lui demander des nouvelles. Et c'est là que nous en sommes aujourd'hui. Alors la droite s'attaque frontalement à la sécurité sociale avec la limitation dans le temps des allocations de chômage. De nouveau, Thierry vous en parlera. Voilà. Ça aussi, c'est une stupidité. Je peux vous dire qu'on a travaillé là-dessus, en symbiose bien sûr avec la FGTB.
ça ne fera aucune économie au budget de l'État, mais vraiment aucune. Mais à part stigmatiser des gens, les déclasser, les paupériser, ça oui, ça va le faire. À part mettre les CPAS en très très grande difficulté, voire en faillite totale, ça oui. C'est ça le programme de la droite aujourd'hui, c'est quelque part de créer une forme de chaos. Et donc ce dont nous avons besoin, cette solidarité, c'est d'une sécurité sociale forte, et c'est de vrais salaires avec de vrais emplois, et pas devoir faire 2-3 emplois ou ces flexi-jobs qui sont de nouveau une précarisation pour l'ensemble des personnes. Alors on a réalisé un tableau comparatif de l'ensemble des programmes que vous voyez là. On a pris quelques éléments liés à notre mémorandum et les programmes des partis, et puis ce qui s'est passé avec ce gouvernement. Alors, ce qui est vert est bon. C'est une fois on change un peu comme ça, que vous ne soyez pas surpris. Eh bien, vous voyez qu'il y a des partis avec lesquels, évidemment, et ça ne va pas vous surprendre, on est totalement en phase. C'est vrai, bien sûr, avec le PS. C'est largement vrai aussi avec Écolo. Le PTB, ne soyez pas surpris, c'est vert ici, mais en fait, ils écoutent ce qu'on dit et ils répètent ce qu'on dit. Sincèrement, je vous dis que c'est vrai. C'est pas la même stratégie qu'avec la FGTB, mais vous voyez, moi je veux bien être dans l'opposition, mais quand vous êtes dans l'opposition, vous ne faites pas changer les choses. Il faut être au gouvernement pour faire changer les choses. Il faut oser mouiller sa chemise et aller au gouvernement. Et évidemment, avec le MR, ben là c'est vert. Pourquoi ? Ils étaient contre ces mesures, notamment l'interdiction des suppléments d'honoraires pour les bénéficiaires de l'intervention majorée, qui sont déjà des gens précarisés. Mais finalement, grâce au soutien d'un certain nombre de partis au gouvernement, dont le PS, eh bien, on a pu obtenir cette mesure qui est extrêmement importante pour ces personnes. Donc en réalité, on l'a mis vert parce que c'est une décision du gouvernement, mais c'est plus nuancé que cela. Pour le reste, on n'a rien, mais rien en commun entre ce que nous, solidaristes, nous demandons et ce qu'est le programme aujourd'hui du MR. Et enfin, pour ne pas être trop long, parce que je sens que Thierry s'impatiente, avec la feuille de route que je lui ai donnée, je vais vous dire 3 choses. La santé, c'est la vie. Et je souhaite vraiment, vraiment, vraiment que le PS reprenne cette matière au niveau fédéral. On en a plus que besoin. J'étais il y a une semaine à Liège et je croise un ami qui a 48 ans et me dit, voilà, je suis atteint d'un cancer du poumon et je pense qu'il ne me reste pas beaucoup de temps à vivre. Eh bien, si on n'a pas un système de santé qui est capable de faire face à ces difficultés-là, si on n'a pas ce système-là qui permet aux gens de pouvoir se soigner, d'avoir accès à ça, d'avoir suffisamment de médecins, de ne pas devoir payer des sommes qui sont absolument mirobolantes pour pouvoir se soigner, eh bien, je crois que ça, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important, de dire que la santé, c'est la vie. Et qu'est-ce qu'il y a de plus précieux dans la vie que la vie, finalement ? La deuxième chose, c'est faire de la santé un thème majeur de la campagne. C'est vraiment essentiel. Bien sûr qu'il y a le pouvoir d'achat et bien sûr qu'il y a la sécurité, mais la santé, c'est vraiment quelque chose de fondamental. Et enfin, pourquoi est-ce que je dis ça aussi par rapport au Parti socialiste, et avec lequel nous avons beaucoup échangé sur ce programme-là? C'est parce que ce Parti socialiste, pour moi, il incarne 2 choses. Il incarne le cœur et les luttes. Et on va avoir beaucoup besoin dans les semaines qui viennent, et certainement jusque dimanche, mais bien après, dans les semaines, dans les mois et dans les années qui viennent, de cœur et de lutte. Je vous remercie. Voilà, merci. Alors on est évidemment impatient d'entendre Thierry après. Merci en tout cas Jean-Pascal pour cette présentation limpide et qui permet, si on ne le savait pas déjà, de comprendre et en tout cas d'envisager l'avenir avec une force et une conviction et disposer d'arguments face à cette droite qui s'insinue, mais dans tous les recoins des domiciles et des ménages et des familles. Et donc c'est extrêmement important, merci beaucoup. Alors Thierry, après cette journée de grève générale face à l'austérité votée à l'Europe, la FGTB fait aussi finalement campagne et monte au combat, comme on la connaît. Ces nouvelles règles européennes, si elles paraissent
éloignées de notre petite Wallonie-Picarde, elles seront lourdes de conséquences à l'horizon 2028. Comme le citait Jean-Pascal, c'est une cure d'austérité qui pourrait être très très douloureuse pour les travailleurs, la population et les ménages. Peux-tu nous éclairer, nous expliquer en quoi les décisions européennes ont un impact aussi important sur nos vies, sur notre quotidien? Voilà, merci Thierry. Merci pour l'invitation. Je vais faire un autre exercice que celui de Jean-Pascal, parce que celui que nous faisons devant vous, on l'a déjà fait deux ou trois fois, je ne sais plus. Et personnellement, je vais faire différemment que ce que j'ai fait jusqu'à présent, mais répondre quand même à ta question. Parce qu'on est dans la dernière semaine, et que dans la dernière semaine, je crois qu'il faut vraiment qu'on aille à l'essentiel et voir quel est le message qu'on peut ensemble porter pendant 5 jours encore pour faire en sorte de gagner ces élections, en tout cas en terre wallonne. Et si je change aussi de discours, c'est parce qu'il me plaît quand même encore quelques jours de dire que vous avez devant vous le président le plus heureux du monde, parce qu'on a gagné ces putains d'élections sociales. Ça a été compliqué, c'est très compliqué de les gagner, parce que vous devez savoir que le non-marchand a un poids important, et que en Flandre notamment, parce que c'est au niveau fédéral les élections sociales, en Flandre, l'ACV est très important dans le non-marchand. Et malgré tout cela, on a gagné ces élections. Je dis ces putains d'élections parce que c'est vraiment, comme pour les élections politiques, un combat très 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 long et très très dur. Et la CC, une fois de plus, a perdu les élections. Il me plaît de dire un peu partout, parce que souvent il se présente comme étant le grand syndicat belge, ce qui est vrai encore aujourd'hui. Il pesait il y a 30 ans 61%, il pèse aujourd'hui encore 52%. Ils perdent. Et je vais venir dans 2 minutes et en réponse à ta question, parce que ce n'est pas simplement du triomphalisme. Je pense que le syndicalisme de la FGTB, qui est un syndicalisme de combat, est nécessaire aujourd'hui. Et ce syndicalisme systématiquement du compromis, comme celui de la CSC, perd aujourd'hui. Et je peux vous le dire à l'aise, parce que si nous avons gagné, c'est parce que les jeunes ont voté pour nous. Les jeunes, et dans le non-marchand, ils ont voté pour nous, ils n'ont plus voté pour les Verts. Et ça, pour moi, c'est une véritable satisfaction. Et vous comprendrez que vous avez devant vous un président hyper heureux d'avoir gagné l'élection grâce aux jeunes qui ont voté pour nous. Je vous dis tout ça parce que, et alors là, je viens à la réponse, nous avons, évidemment, tout comme Solidaris, à la veille des élections, commis un mémorandum. Et au niveau du mémorandum, évidemment, on a commencé par dire quelles étaient nos priorités de base, qui sont le pouvoir d'achat des travailleurs au travers des salaires, au travers de la protection sociale, au travers des remboursements de soins de santé et globalement aussi au travers du renforcement des services publics. C'est nécessaire de dire tout cela parce que le pouvoir d'achat des travailleurs, c'est bien entendu le salaire et le montant des revenus de remplacement, mais c'est aussi tout ce qui entoure cela et qui permet d'avoir des remboursements de soins de santé accessibles et d'avoir des services publics qui sont et qui restent le premier pouvoir d'achat des travailleurs. Et ici, c'est pour ça que je dis je change mon discours parce qu'on est dans la dernière ligne droite, il y a une chose sur laquelle je veux que vous soyez conscients. Au niveau de la FGTB, nous n'accepterons jamais que le parti, et Paul en est conscient, que le parti entre dans un gouvernement qui ne modifie pas la loi de 96, la loi de blocage des salaires. C'est inadmissible de vivre dans un pays où depuis maintenant près de 10 ans, nous ne sommes plus en capacité de pouvoir négocier des augmentations de salaire. L'OIT a envoyé un courrier à la Belgique en disant « ça ne va pas ». Nous sommes un pays où la liberté de négociation est rompue à cause de cette loi 96. Et donc il y a un vrai problème d'argent pour les travailleurs et il y a un problème aussi
au niveau des libertés internationales de négocier les salaires. Et au-delà de cela, ce que vous devez savoir, c'est que cette loi de 96, non seulement elle bloque les salaires, mais en plus, elle a un effet mais immensément pervers, et notamment pour les travailleuses. On constate que malgré cette loi de 96, il y a à peu près tous les 4 ou 5 ans, un quart des travailleurs qui vont négocier individuellement une augmentation de salaire. Pour moi, ce n'est pas condamnable. Je peux comprendre que les travailleurs qui ont leur salaire bloqué vont, lorsqu'ils en ont l'occasion, négocier individuellement une augmentation de salaire. Comment ? En demandant en fait d'avoir un changement de fonction, une augmentation en termes de grade ou que sais-je. Et donc, c'est une augmentation de salaire qui ne dit pas son nom. Je change de fonction, je passe dans une autre catégorie et j'obtiens, en détournant la loi 96, c'est légal, et j'obtiens une augmentation de salaire. Chers camarades, je dois quand même vous dire que le gros problème, c'est que cette façon de fonctionner, elle est rigoureusement impensable et impossible dans les secteurs où la majorité des travailleurs sont des travailleuses. Vous n'imaginez pas un seul instant que ce soit possible de faire cela dans les secteurs où ce sont en fait des infirmières qui travaillent. Ce n'est pas possible de faire cela dans les secteurs où ce sont des puéricultrices. Ce n'est pas possible de faire ça pour les femmes d'ouvrage. Ce n'est pas possible de faire ça pour les caissières dans les magasins. Et donc cette loi de 96, vraiment, le parti doit comprendre, nous à la FJTB, on en a marre, ça bloque les salaires des travailleuses, et on ne peut plus accepter qu'on puisse vivre avec cette situation-là qui bloque le salaire des travailleuses, qui bloque le salaire des secteurs où en plus la majorité du travail, c'est du travail à temps partiel. C'est la double, voire la triple peine. On doit absolument, en tant que gauchiste, dire non, cette loi 96, on doit la modifier une bonne fois pour toutes. On n'entre pas dans un gouvernement quand on bloque le salaire des femmes, punt aan de lijn. Et pour nous, ce sera vraiment no passarand. Et derrière cela, aussi dire, et après je vais en venir alors aux aspects des contraintes budgétaires, aussi dire qu'il n'est pas question d'échanger cela contre une modification de l'indexation automatique des salaires. C'est très sympathique de dire l'indexation automatique des salaires, on va la défendre, mais reconnaissons qu'à partir de 5 000 €, on pourrait la plafonner. C'est sympathique. Et quand on va voir celles dont je viens de parler, les infirmières, les caissières, les puéricultrices, elles vont trouver ça très sympathique. Le problème, c'est que la non-indexation des salaires au-delà de 4 000, 5 000 €, ça va entraîner en fait un coup de canif incroyable dans le financement de la sécurité sociale. Parce qu'il faut être bien conscient, qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce que je vous dis, il faut être bien conscient que c'est l'indexation des salaires moyens et hauts qui finance la sécurité sociale au travers des cotisations. Et la droite, elle l'a bien compris. Elle vient avec une proposition sympathique, mais elle sait très bien que derrière, elle déconstruit le financement de la sécurité sociale. Et elle va individualiser à nouveau l'assurance sociale et l'assurance au niveau des soins de santé, etc. Camarades, soyez bien conscients de cela. Est-ce qu'il y a des inégalités au niveau des revenus dans notre pays ? Oui, il y en a. Eh bien, quand on veut les gommer, et je viens alors tout doucement à la réponse, quand on veut les gommer, on passe par la fiscalité, camarades. On ne passe pas par l'indexation automatique des salaires. C'est une fausse réponse à un vrai problème. On veut gommer les choses, eh bien, il n'y a pas de problème. Personnellement, et Jean-Pascal, nous avons des salaires de cadre. Eh bien, si demain, une partie de mon salaire est fiscalisée, non pas à 50%, comme c'est le cas pour la partie qui dépasse un certain montant, mais si je suis fiscalisé à 52, à 55%, j'applaudirai moi-même parce que je considère qu'il est nécessaire que pour des salaires de cadre comme les nôtres, nous puissions davantage contribuer. Et c'est comme ça qu'on va restreindre et qu'on va diminuer le niveau d'inégalité entre les revenus, mais jamais en touchant aux cotisations sociales et jamais en touchant à l'indexation automatique des salaires. C'est une fausse bonne idée, mais qui est bien véhiculée par la droite. Ce qui me permet d'arriver au fait que dans notre mémorandum, on a en effet mis un accent particulier sur la fiscalité. On a mis un accent particulier parce qu'il nous semble nécessaire de pouvoir venir avec une proposition claire
en matière de fiscalité pour pouvoir répondre aux contraintes budgétaires européennes. Tout à l'heure, Nicolas, si tu es toujours là, tu m'excuseras, tu vas réentendre ce que j'ai dit, ou ceux qui étaient déjà sur la place. Tout à l'heure, j'ai construit mon discours en disant « ça ne va pas ». On a devant nous, et c'est normal dans un espace politique, c'est normal d'avoir une droite, c'est normal d'avoir un parti conservateur, ça fait partie du jeu. Mais le problème du MR depuis maintenant 6 mois, c'est qu'il construit sa communication et qu'il construit sa campagne sur des fake news. Sur des fake news absolues et qu'on doit vraiment déconstruire dans les heures et dans les jours qui viennent. Quand nous sommes venus, nous, la FGTB, en disant il y a moyen de mettre en place, comme le PS l'a fait, d'une nuance par rapport à nous, mais ce n'est pas grave, il y a moyen de mettre en place un impôt sur la fortune. Un impôt sur la fortune qui est le suivant. L'impôt sur la fortune que nous avons mis en avant, c'est quand on compte, quand on calcule le patrimoine sur lequel on va imposer la maison dont vous êtes propriétaire, dans laquelle vous habitez, on ne la compte pas, contrairement à ce que le MR dit. 2, le capital qui est dédicacé à l'activité économique, on ne le compte pas. Pour faire très simple, le boulanger, son magasin, son atelier, on ne le compte pas. Nous sommes la FGTB, Fédération Générale du Travail de Belgique. Jamais on ne s'attaquera au travail, même celui des indépendants. On ne va pas s'attaquer au boulanger et dire « on va te taxer demain sur ton atelier dans lequel tu fais le pain ». On n'est pas fou. Et le premier million, après tout cela, on ne le compte pas. On n'est pas des bolcheviks, hein. On ne le compte pas. Et puis alors après, quand on dépasse ce premier million, alors là, on va compter 1% d'impôt sur ce qui dépasse ce premier million que vous avez en banque dans un portefeuille. Camarades, ça veut dire que s'il en existe, je n'en sais rien, mais le boulanger qui a sa maison, qui a son atelier, qui a son magasin, et qui a 1 million en banque, tant mieux pour lui, il n'est toujours pas taxé. Et c'est quand on dépasse ce premier million qu'il va payer 1% sur ce qui dépasse. Et là, ça signifie que, toujours dans mon exemple, ce boulanger, s'il en existe, je ne crois pas qu'il y a beaucoup de boulangers qui ont 2 millions en banque, il faudra le rappeler peut-être au MR et aux boulangers qui votent pour le MR, eh bien, ce boulanger-là, s'il existe, il va payer 20 000 € par an d'impôts supplémentaires. Mais quand vous avez 2 millions de portefeuilles en banque et que vous devez payer 20 000 € chaque année à la solidarité, c'est logique. Et si un parti devant nous vient dire « non, ça ne va pas », ce n'est pas un problème de gauche et de droite, c'est un problème de moralité ou d'immoralité. Point à la ligne. Quand on a 2 millions en banque, si je les avais, je vous assure qu'avec bonheur et plaisir, je paierais chaque année 20 000 € à la collectivité pour faire fonctionner l'État. Mais malheureusement, pour moi, surtout pas pour vous, je ne les ai pas. Et je suis sincère devant vous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que l'EMR a construit une campagne sur des fake news. Parce que quand le parti vient avec une proposition comparable à la nôtre, quand nous venons avec cette proposition-là, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, le maire, il dit, mais c'est toujours la même chose, hein, ces gauchistes-là. Ils veulent en fait taxer le travail, taxer l'effort, taxer ceux qui ont pris des risques, et ainsi de suite. Mais ça ne concerne absolument pas tout cela. La proposition que nous faisons, c'est simplement de taxer les riches et de faire en sorte, parce que la proposition ici, elle permet, et j'en viens à l'austérité, cette proposition, ainsi que la taxation sur les plus-values, permettrait de pouvoir faire rentrer, suivant les calculs économétriques, entre 12 et 15 milliards par an. Entre 12 et 15 milliards par an, eh bien, camarades, c'est très clair, ça permet d'éviter les politiques d'austérité que la droite va mettre en avant si on n'a pas ce genre de proposition. C'est ça qu'il faut bien avoir en tête. Soit on est d'accord avec une proposition fiscale comme celle que je viens d'expliquer un peu dans le détail et qui est aussi celle du parti et qui permet donc de faire payer les 4% de la population les plus riches et d'épargner les 96 autres pourcents de la population. Et c'est ça qu'il faut lui dire demain dans la rue, partout, sur les marchés. Nous, ce que nous faisons, c'est épargner 96% de la population, en ce compris les indépendants, en ce compris les petits commerçants et ainsi de suite, et en ce compris la plupart des travailleurs,
ou bien alors, comme le MR, on défend les riches, on n'est pas d'accord avec cela, il n'y aura pas de réforme fiscale, et alors, il faudra faire des économies. Mais les économies qui vont nous être imposées au niveau européen, et le PTB, il dit c'est facile, il suffit de ne pas respecter en fait les décisions prises au niveau européen. Non, c'est pas facile, c'est impossible. Ou bien on est dans l'Europe, ou bien on est hors de l'Europe. Et on a intérêt à rester dans l'Europe. Et donc, quand le PTB dit il ne faut pas écouter le prescrit des décisions qui ont été prises il y a maintenant 4 ou 5 semaines, plus 6-7 semaines, l'Union européenne, ce n'est pas possible, camarades. Ça, c'est des yaka. On doit rester dans l'Europe et il faudra respecter le prescrit budgétaire. Mais la façon de pouvoir respecter le prescrit budgétaire, c'est une réforme fiscale et non pas, en fait, des économies dans les soins de santé et autres qui vont représenter une sorte de râpe à fromage qui représenteront moins 10% sur l'ensemble des dépenses sociales nécessaires, soit au niveau de la sécurité sociale, soit au niveau du fonctionnement de l'État. Et ça, c'est un véritable enjeu, et je prends le temps de vous expliquer cela parce que, pour moi, dans la dernière ligne droite, c'est un des grands enjeux. C'est de dire qu'il y a autour du parti des menteurs. Les menteurs, c'est le MR, qui dit on peut y arriver sans réforme fiscale. C'est faux. On ne sait pas vivre avec 10% de moins. On ne va pas diminuer de 10% les pensions, diminuer de 10% le remboursement des soins de santé et diminuer de 10% les investissements vers une économie avec une transition vers une économie bas carbone. C'est rigoureusement impossible. Et le PTB, il faut leur dire non, on ne sortira pas de l'Europe. On ne sortira pas de l'Europe. C'est évidemment logique. Il y a plus d'intérêt, qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Europe, il y a plus d'intérêt à rester à l'intérieur de l'Europe qu'à sortir de l'Europe bêtement comme ils le disent. Et ça, c'est un véritable message qu'on doit faire passer, parce que je pense que le parti est le seul qui aujourd'hui a la voix médiane et le bon discours et le bon positionnement. Et deuxième élément par rapport à cela, c'est de dire aussi au niveau du MR, on nous dit vous avez vécu au-dessus de vos moyens. Et ça marche. Hein. Et ça marche auprès des travailleurs. Vous avez vécu au-dessus de vos moyens. L'État vit au-dessus de ses moyens. On dépensera en soins de santé, pour le chômage, etc. Camarades, en 1986, l'endettement de l'État belge, il était déjà de 106%. Comme aujourd'hui. Ça veut dire qu'on ne vit pas au-dessus de nos moyens. Sinon, on serait passé de 106 à 215. On est à 106 comme en 1985-86. Entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé? On a eu toutes les politiques d'austérité qu'on nous a imposées à nous, les travailleurs. Et alors, on a diminué de 106 à 86% jusqu'au moment où on arrive en 2006. Et on nous a imposé pendant 20 ans des politiques d'austérité qui, au niveau du budget, ont marché. On est à 86% d'endettement. Très bien. Et puis, les amis du MR ont déconné. Les banques, les subprimes et tout ce que vous voulez. La crise financière. Et boum, on est reparti à 105%. C'est pas de notre faute, hein. Et puis quand tout ça est passé, en 2008-2009, on a repris des politiques d'austérité. Et de nouveau, contre la sécurité sociale, des sauts d'index qu'on aurait vécu fin du XXe siècle, et ainsi de suite. Et on est redescendu, en dessous des 100%. Et puis quand on est arrivé en 2018-19, on était descendu en dessous des 100% à nouveau. Et puis, il y a le Covid, et bam, on remonte à 105-106%. Et puis alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, le MR, non, pas de réforme fiscale, vous les travailleurs, vous les gens, vous les citoyens, vous allez payer une troisième fois. Et ça, c'est ce qu'on doit dire. Non, non et non, nous ne payerons pas une troisième fois les conneries de ce système capitaliste qui déconne tous les 10 ou 15 ans. Cette fois-ci, ce sont les riches qui doivent payer, les travailleurs, les gens, les citoyens, les allocataires sociaux, ils ont déjà payé 2 fois, ils ne payeront pas une troisième fois. Et ça, c'est le vrai message que nous devons faire passer, nous, à gauche, qui est un message, un vrai message de solidarité, mais qui est aussi un message construit, qui est un message où nous sommes responsables, nous ne payerons pas une troisième fois, il y a moyen de faire en sorte de respecter les règles budgétaires européennes, mais de le faire autrement que la façon dont le MR veut nous le faire payer. Je terminerai, j'avais dit que je voulais faire autre chose que ce que j'ai fait précédemment, en vous disant, le vrai problème aujourd'hui, c'est le MR.
et on doit cogner là-dessus. Le problème, c'est le MR, pourquoi? Pas parce que c'est un parti de droite. Je le répète, c'est normal d'avoir un parti de droite dans un spectre politique, dans un pays ou dans une région. Le problème, c'est que depuis maintenant 6 mois, le MR base sa campagne et base sa communication sur des fake news systématiques. C'est du Trumpisme, ce que le MR fait pour le moment. Quand ils disent il faut qu'il y ait 500 € de différence entre le chômage et le travail. Je suis heureux que l'université de Anvers ait fait une analyse sans qu'on leur ait rien demandé, Anvers, chez Bardo-Wever, formidable, et qui ont dit, ah ben oui, quand on fait le calcul, l'écart minimum quand on reprend le travail à temps plein, c'est 650 €. Et en règle générale, c'est 900 €. Et donc, quand on reprend le travail, il y a un vrai intérêt financier à avoir le travail, contrairement à ce qu'ils racontent. Entre 650 et 900 € suivant qu'on est au salaire minimum ou au salaire médian. C'est une réalité. Et il faut arrêter de faire passer les chômeurs comme étant des Bart Simpson qui sont dans leur canapé et qui ne cherchent pas du boulot. Vous savez, moi, personnellement, je suis très proche des services chômage de la FGT depuis des dizaines d'années. Je peux vous assurer que les gens qui viennent au guichet, ce sont des gens qui sont vraiment dans la désespérance, qui cherchent du boulot et qui ont envie de trouver un boulot pour avoir 900 € de plus tous les mois. Je peux vous assurer que ça, c'est la réalité, même s'il y a quelques exceptions. On doit refuser d'avoir un parti qui continue à faire campagne de cette façon-là, ou un parti qui dit « Ah, mais vous savez, il faut augmenter le salaire net. » C'est très bien. Il faut l'augmenter de 400 € pour avoir cette fameuse différence, mais sans toucher au brut. Et là, il n'y en a peut-être pas beaucoup dans la salle, et s'il y en a, il faut relayer, mais moi, en tout cas, je le relaye auprès des patrons. C'est un mensonge, hein. Il faut le dire aux patrons. C'est un mensonge. Vous savez quelle est la différence entre le brut et le net pour le salaire minimum? La différence, elle est de 90 €. Et je peux vous expliquer pourquoi. Elle est de 90 €. Alors, quand on vient vous dire qu'on va augmenter le salaire net sans augmenter le salaire brut et arriver à 350 € de différence, il faut s'appeler Merlin l'Enchanteur pour y arriver. Il y a 90 €. On ne peut pas augmenter le salaire net des gens de 350 € sans toucher au brut. C'est une réalité technique, mathématique. Encore un mensonge du MR. Et je terminerai en vous disant, franchement, ce discours qui est tenu par le MR depuis maintenant des mois et des mois, qui stigmatise les étrangers quand ils sont en prison, qui stigmatise les chômeurs, qui stigmatise les malades, et qui stigmatise toute une série comme ça de populations, eh bien, camarades, ce sont les partis d'extrême droite qui font campagne en stigmatisant les autres. Rien d'autre. Ce sont les partis d'extrême droite. Et aujourd'hui, Georges-Louis Boucher a fait du MR un parti qui n'est pas un parti d'extrême droite, mais qui est un parti qui a un langage d'extrême droite, qui est un parti qui stigmatise les autres et qui fait campagne là-dessus. On n'a pas d'extrême droite en Wallonie en tant que parti, mais on a un président de parti qui est en train d'avoir un langage d'extrême droite, un langage populiste qui est vraiment dangereux. Et c'est cela, je pense, qu'on doit vraiment mettre en avant, nous, au niveau du parti, dans les heures et dans les jours qui viennent. Voter pour le MR, c'est voter pour un langage d'extrême droite. Et Jolet, et je ne vais pas aller plus loin dessus, et Jolet a craqué hier à la TV. Il a bien démontré qu'ils sont à la limite et que quand ils sont un peu fatigués, quand ils sont un petit peu harcelés, eh bien, ils passent les bornes et ces gens-là sont prêts à passer les bornes et c'est pour ça que le MR est particulièrement dangereux, qu'on doit voter pour le parti socialiste. Il faut en effet voter utile. On est dans l'urgence, camarades. On doit, en Wallonie, avoir au moins 4 à 5 points de pourcent au-delà de ce parti de crapuleux.
Si vous êtes élu, quels engagements, quel chemin vous vous engagez à prendre par rapport à tout ça? Concernant la lutte contre l'extrême droite, je ne sais plus qui a dit l'extrême droite aura gagné lorsque ses idées auront gagné. Elle n'a pas forcément besoin d'être au pouvoir. En fait, à partir du moment où ces idées, elles ont fini par percoler et être admises comme finalement une idée comme une autre, c'est du bon sens, ce genre de choses. En fait, finalement, c'est à ce moment-là que les discours d'extrême droite ont déjà gagné. Alors, ça ne veut pas dire qu'on a renoncé à cette lutte, loin de là. Enfin, moi, vous le savez, je suis au Parti Socialiste depuis maintenant 22 ans et j'ai commencé par l'associatif dans la lutte contre le racisme. Et donc, ça reste toujours quelque chose d'un peu épidermique, notamment l'épisode Geolé, j'ai trouvé ça particulièrement consternant et en même temps, j'étais pas spécialement surprise par ce type de discours. Peut-être pour revenir sur les questions de santé, cela ne vous surprendra pas, je l'espère, mais il y a évidemment beaucoup de points de convergence dans ce que le Parti socialiste souhaite faire et ce qui nous a été ici exposé en matière de santé. J'ai bien aimé l'expression le parti du cœur et des luttes, parce qu'on est tout à fait là-dedans. Vous savez, certains utilisent l'expression « on n'avait pas le monopole du cœur ». Bon, on va se l'approprier, et celui des luttes, eh bien, on sait qu'il va en falloir en mener beaucoup, notamment dans ce cadre d'austérité. Alors, peut-être commencer par la norme de croissance des 3%. Alors évidemment, le Parti socialiste y est tout à fait favorable. On l'a dit dans l'introduction, on est dans une situation très particulière en termes de crise. On doit faire face à énormément de difficultés dans un système de santé qui est reconnu pour être un bon système de santé, mais qui malgré tout a ses fragilités. Or, c'est le patrimoine commun essentiel à tous et c'est l'une des préoccupations majeures des citoyens. Moi, je vous invite dans les contacts que vous avez avec les gens, vraiment à appuyer là-dessus. Moi, en ce moment, je fais du porte-à-porte pratiquement tous les jours. Et l'argument santé est vraiment un argument, en plus ici, qui permet de mettre en lumière ce que le MR est réellement, parce qu'ils se sont totalement assumés sur cette question. Osez nous dire comme ça à quelques jours des élections, à quelques semaines des élections, nous, ça va être direct, 5 milliards d'économies dans les soins de santé. Je vais répéter ce que m'a dit une dame hier, c'est une blague, c'est déjà la merde, littéralement. Et donc je lui ai dit, mais non, c'est pas une blague, ne me croyez pas, allez voir, allez vous renseigner sur ce que Georges Liboucher a annoncé en la matière. Donc évidemment, la norme de croissance, c'est une des priorités du Parti socialiste. Il faut continuer à pouvoir investir dans les soins de santé, notamment face à cette pénurie de soignants, cette insécurité tarifaire, le report de soins, on l'a cité, et alors la marchandisation du secteur de la santé, on l'a dit, face à des crises climatiques, des maladies chroniques. On a parlé d'un plan santé mentale. On a plusieurs priorités en termes de santé, mais de type envergure d'un plan. On a celui du plan de la santé mentale, mais il y a également celui des maladies chroniques. On sait aussi que l'autonomie de ce qui va être lié à la dépendance des personnes, c'est un véritable défi sociétal. Et ça fait partie aussi de l'ensemble avec le plan cancer. On sait que ce sont 4 éléments sur lesquels le Parti socialiste souhaite travailler. Alors concernant la suppression du statut de cohabitant, cela aussi ne vous surprendra pas, j'ai eu le plaisir d'organiser d'ailleurs une conférence à Moucron sur ce sujet avec le réseau wallon de lutte contre la pauvreté et Laetitia Liénard qui était venue en sa qualité de présidente du CPS, qui est venue vraiment nous expliquer très concrètement ce que ça avait comme effet, ce statut de cohabitant en termes de pauvreté. Donc nous, on est tout à fait favorable à sa suppression, d'autant plus que évidemment, c'est totalement discriminatoire vis-à-vis essentiellement des femmes, c'est une mesure d'un autre temps, et qui aujourd'hui crée une inégalité, une inéquité, mais flagrante entre les gens. C'est-à-dire que vous avez des personnes qui vont cotiser de la même manière, et selon leur choix de vie, ils vont recevoir une allocation qui va être différente. C'est juste indéfendable, c'est d'un autre temps, nous y sommes évidemment totalement favorables, et avec cela, on peut encore pousser plus loin le phénomène d'exacerbation des inégalités, parce qu'on sait cela multiplie par exemple les possibilités pour les marchands de sommeil d'avoir des petits logements, comme les gens essayent de garder des droits, et bien je vais juste occuper un petit quelque chose pour pas trop cher. On sait aussi que ça peut totalement déstructurer les cellules familiales, donc évidemment on y est totalement favorable. Concernant la lutte contre la marchandisation, là évidemment il y a un chantier colossal, notamment pour les médicaments. Alors avoir un prix juste pour les médicaments, on sait que Solidaris en a fait notamment une de ses campagnes phares et à propos.
On s'est retrouvé complètement le bec dans l'eau en période de pandémie et tout d'un coup, ça nous a frappé, cette absence de médicaments de base, parfois le paracétamol, rien que cela, qu'on ne puisse plus le produire, et que certains médicaments aujourd'hui qui sont nécessaires à des personnes qui sont dans les traitements pour le cancer, que ce soit plus disponible, c'est juste inimaginable. Alors, le Parti socialiste est favorable à réguler, en fait, notamment les recherches en termes en termes pharmaceutiques et médicaux, en fonction des besoins de la population, et pas forcément ce qui va rapporter le plus. Parce qu'aujourd'hui, forcément, on est dans une logique de marchandisation, et donc on va vers le plus de profit. Et à partir du moment où un médicament ne rapporte plus assez, eh bien, on n'investit plus là-dedans. Pour nous, c'est évidemment une priorité en fonction des besoins de la population. Alors, un des défis qui a également été cité ici, c'est évidemment celui de la lutte contre la pénurie. Alors, cette lutte contre la pénurie de médecins, mais aussi de pénurie de personnel soignant, on le sait, on manque de plus de 2000 infirmières. Quant au chiffre du nombre de médecins par habitant, on sent qu'il s'aggrave, notamment parce qu'on a, je ne sais plus quel pourcentage de médecins qui ont plus de 60 ans et qu'en plus, donc on va avoir de moins en moins de médecins sur le marché. C'est une véritable difficulté. Donc, on a une série de propositions. Alors, de solutions miracles, ça va être compliqué parce qu'on sait que c'est un problème qui existe d'ailleurs dans d'autres pays d'Europe. Ce n'est pas spécifique à la Belgique, mais notamment d'avoir des mesures en termes de tenabilité, c'est-à-dire de rendre ce métier tenable pour ceux qui l'exercent. Souvenez-vous, on les a bien applaudis pendant la période Covid. Et aujourd'hui, quand on leur demande comment ça va, les gens ont l'impression, ont ce sentiment qu'on ne les reconnaît pas assez dans leur métier, dans les difficultés qui sont les leurs. Donc il faut rendre ce métier tenable et il faut le rendre attractif. Pourquoi ? Parce que ça a été cité au tout début d'ailleurs, tout d'abord on n'a pas assez de personnes qui choisissent ces filières, donc il faut réussir à pouvoir attirer des personnes vers ces métiers, mais on a également un taux important d'abandon en cours de carrière, et pour nous c'est important de pouvoir les maintenir. Alors il faut faire un plan ambitieux d'investissement pour ces métiers du care. Donc c'est par exemple revoir les normes d'encadrement. Ceux qui sont dans ces secteurs connaissent cela, donc normes d'encadrement dans les hôpitaux, mais aussi dans tous les autres secteurs proches de la santé. Reconnaître et définir la pénibilité du métier. Et par exemple, prévoir des dispenses de ce qu'on appelle le service supplémentaire à partir d'un certain âge. Ça, c'est des choses très concrètes qui pourraient venir aider le personnel soignant. Prévenir les violences aussi, c'est un métier qui peut être compliqué à réaliser dans certaines conditions, de pouvoir accompagner mieux le personnel dans ces conditions. Et alors, mieux concilier la vie privée et la vie professionnelle. Ça peut passer notamment par une réduction, oser le débat, de la réduction collective du temps de travail. Et la prise en charge, par exemple, des garderies d'enfants dans des horaires qui ne sont pas des horaires classiques de garderie. Peut-être l'un ou l'autre exemple, avant de laisser la parole peut-être à Marie sur les questions qui ont été évoquées par Thierry. L'accessibilité des soins de santé. Alors, on a plusieurs propositions, notamment, pour nous, c'est juste inconcevable qu'on ait 44% des gens qui disent « moi, j'ai reporté mes soins de santé pour des raisons financières ». Et parmi celles-là, essentiellement des femmes. Ça, c'est juste pour nous, en termes de lutte pour l'égalité, c'est inaudible. Donc, rendre gratuit les consultations chez le médecin et chez le dentiste et chez le psy. Créer un bouclier tarifaire pour éviter des suppléments d'honoraires qui n'auraient pas de limite. Ça, c'est 2 mesures concrètes que l'on souhaite. Et évidemment aussi rendre automatique le statut BIM. Vous savez qu'une personne sur 5 qui a droit au statut BIM et qui lui permet à la fois de recevoir des remboursements de soins de santé, mais aussi d'autres droits dérivés, n'y a pas recours. Or, il faudrait pouvoir le rendre automatique. Ça permettrait déjà aux personnes de davantage se soigner. Je propose peut-être d'en rester là sur les éléments de santé, peut-être y revenir après s'il y a d'autres questions, peut-être revenir sur un aspect plus politique. Quand on parle des fake news, et je pense que c'est le terme exact, au début de la législature au Sénat, on a fait un rapport d'information sur les fake news, justement. Et une fausse information, elle est diffusée, alors en général c'est parce qu'elle tape,
Il y a des mots, on sait, voilà, il y a des algorithmes qui vous permettent de dire si vous utilisez tel mot sur les réseaux sociaux, ce sera davantage répercuté. Vous allez donner la même information, mais utiliser un mot un peu plus cash, ça va être diffusé davantage. C'est diffusé 7 fois plus vite Alors, une information négative, et elle est diffusée 7 fois plus vite qu'une information positive. Et alors, ce qui manque en réalité, et c'est pour ça que je voulais vous le dire ici, vraiment, je trouvais ça important à vous les militants, c'est qu'en fait, ce qui manque, c'est les modérés. Et en fait, nous, les modérés, la plupart des modérés, on a tendance à ne pas rentrer dans ce genre de débat, on a tendance à ne pas donner une approche un peu plus globale, un peu plus équilibrée, et ceux qu'on entend le plus, c'est ceux qui ont en fait les opinions les plus tranchées. Sans être majoritaires, c'est ceux qu'on retrouve le plus. Donc évidemment, le Parti socialiste reste le parti du cœur, et ces luttes, on a bien l'intention de les mener au nom de tous. Merci. Alors moi, je vais me permettre justement de rebondir sur tes propos, Fatima, et sur ceux de Thierry concernant justement ce populisme et ces fake news, pour ensuite te donner la réplique. C'est vrai que voilà, ça fait maintenant plusieurs semaines qu'on est sur le terrain en vue du scrutin du 9 juin prochain. On se voit d'ailleurs régulièrement avec les collègues de Solidaris sur les marchés, avec également les collègues de l'Action commune, pas plus tard que cet après-midi à Mons. Et on se rend compte que finalement, cette petite musique du diviser pour mieux régner, elle prend quand même pas mal dans la population, lors des porte-à-porte, les échanges qu'on peut avoir avec les citoyens. Et on se rend compte que ces élections-ci, elles vont quand même être décisives, et elles demandent un travail de fond particulier, lié notamment à ces fake news qui sont notamment diffusées par l'EMR. Ça prend beaucoup plus de temps aujourd'hui d'expliquer aux citoyens finalement ce qu'a fait le Parti socialiste, ce qu'il propose, puisqu'on a en face un parti qui lance des petits putschs comme ça, des petites fake news qui rentrent dans la tête du citoyen. On a réussi à diviser des personnes et à les stigmatiser d'ailleurs, des personnes qui étaient en situation de grande précarité vis-à-vis de personnes qui avaient un bas ou un moyen salaire. C'est de la faute des personnes précarisées si les personnes qui ont un bas ou un moyen salaire doivent continuer à aller travailler, et doivent travailler dans des conditions plus que défavorables. Et donc il faut pouvoir rappeler régulièrement notre programme, le fait que nous sommes le parti qui prône une indexation des salaires, que quand on n'est pas autour de la table, et ça a été le cas, tu l'as rappelé pour les soins de santé, mais ça a été le cas également pour ce qui concernait l'indexation des salaires, quand l'EMR a été tout seul autour de la table, le seul parti francophone, c'est à ce moment-là que les sauts d'index ont eu lieu sur les salaires, sur les pensions. Nous, évidemment, si nous sommes autour de la table à partir du 9 juin au gouvernement, c'est une ligne rouge, que ce soit au niveau des pensions ou au niveau des salaires, qu'on ne laissera pas passer. Il faut rappeler que nous sommes le parti qui prône l'augmentation des bas et des moyens salaires, que ce soit tendre vers les 2800 € bruts ou l'augmentation nette de 300 € par mois par ce fameux mécanisme fiscal concernant les cotisations. Que nous sommes le parti qui prône un bien-être au travail. Et tu l'as brièvement abordé tout à l'heure, mais c'est vrai qu'il ne faut pas avoir peur de l'aborder. Cette notion de 4 jours semaine, il faut qu'on continue et qu'on se batte après le 9 juin pour pouvoir la mettre en place, en l'expliquant. Parce que ce qui fait peur aujourd'hui, et on le voit quand on en discute encore une fois sur le terrain, ça fait peur aux petites et moyennes entreprises, ça fait peur à ces citoyens-là qui finalement ne sont pas les citoyens qui sont visés. Nous sommes aussi le parti qui, lors de cette mandature, a revalorisé les pensions. On avait proposé, on avait dit qu'on irait à 1500 € net de pension pour les petites pensions. On a même été plus loin, le gouvernement a été plus loin, puisqu'il a réussi à faire en sorte que les pensions soient valorisées à 1640 €. On veut continuer, et il faut continuer à le prôner, on veut continuer à revaloriser les pensions et à les indexer. Alors, je disais tout à l'heure, diviser pour mieux régner, il n'y a pas que dans la population. On sent aussi au niveau de ce parti qu'il y a une volonté de diviser l'Action commune, parce qu'il est conscient que c'est aussi une force pour le Parti socialiste. Et donc ça, on en est bien conscient au niveau du parti, et on prône ce renforcement justement du dialogue au niveau de l'Action commune, parce que bien, les constats que vous avez faits, effectivement, ils ont servi
au niveau du programme du parti. Ils nous ont servi, notamment aussi avec notre expérience de terrain, mais en tout cas, ils nous ont permis de pouvoir proposer un programme dont le slogan est solide et solidaire, mais c'est grâce aussi justement avec ce dialogue de l'action commune. Alors, tu l'as brièvement abordé tout à l'heure, Jean-Pascal, et c'est un sujet que je connais bien, puisque vous êtes régulièrement les punching balls de Georges Louis, mais moi je pense que je suis son préféré au niveau du conseil communal, parce que je pense qu'à moi toute seule, je représente tout ce qu'il déteste. Et donc c'est vrai que Nicolas aussi, dans le genre, n'en prend pas mal pour son grade, mais c'est vrai que voilà, en tant que présidente de CPS, moi je représente les assistés, et effectivement mon objectif de vie, c'est de faire en sorte que des gens restent dans la misère et surtout n'atteignent jamais un bien-être et une émancipation sociale. Et donc, revenir sur la limitation des allocations de chômage qui, effectivement, ne ferait que peser un poids supplémentaire sur les CPS. Laetitia ne dira pas le contraire, on en a déjà pas mal sur le dos, que ce soit en termes d'insertion socio-professionnelle, d'insertion professionnelle qui n'est pas finalement à la base le travail d'un CPS. Le CPAS devrait aujourd'hui simplement faire son travail de CPS, c'est-à-dire permettre à des personnes de sortir de la précarité. Nous prenons également un renforcement des formations au niveau du Forum. Alors, tu l'as aussi abordé tout à l'heure, Jean-Pascal également, le statut de cohabitant, c'est vraiment quelque chose de fondamental pour lequel le parti se bat et s'est déjà battu lors de cette mandature, n'a pas réussi à l'amener à terme. Il faudra, lors de la mandature prochaine, qu'on y accède, c'est le statut du cohabitant. Ça, il faut absolument qu'on mette un terme à cette inégalité qui ne touche exclusivement, en tout cas c'est le cas au CPS de Mons, que des femmes. Et ça, c'est vraiment des femmes, que ce soit les femmes d'hommes ou les sœurs. Donc ça, ce sont des femmes d'une manière générale. Alors tu parlais tout à l'heure de la loi de 96. Je pense que tu as lu notre programme et tu t'es rendu compte que nous proposons de la réformer pour permettre aux partenaires sociaux de pouvoir continuer les négociations, en tout cas de pouvoir entamer les négociations de salaire. Voilà, je ne vais pas être beaucoup plus long parce que j'imagine qu'on va avoir un moment d'échange, simplement pour vous dire que tant Fatima que moi-même, et je pense que c'est le cas pour l'ensemble des candidats socialistes qui sont dans la salle, si au lendemain du 9 juin, nous avons le bonheur d'être en large majorité au niveau des différents gouvernements, quels qu'ils soient, mais nous aurons à cœur de pouvoir démontrer que ce n'est pas que sur papier que notre programme est solide et solidaire et que nous nous engageons justement à faire en sorte que les citoyens de demain puissent mieux vivre qu'aujourd'hui. Merci Marie, merci Fatima. Voilà, c'est l'occasion à vous de poser des questions, des remarques. Si quelqu'un a envie de se lancer, c'est le moment. N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Je me lance parce que la première c'est toujours compliqué. J'entendais à la radio en venant que le premier parti de Belgique, c'est ceux qui votent de manière invalide ou ne se déplacent pas. 17% de bulletins invalides aux dernières élections. Qu'est-ce qu'on doit dire dans ces derniers jours aux personnes qui ne vont pas se déplacer, qui le disent ouvertement? Je pense que vous les voyez d'ailleurs dans les marchés, vous les croisez. Et puis à ceux qui y vont, mais à contre-cœur. Donc j'aimerais entendre Marie et Fatima là-dessus. Qu'est-ce que vous répondez à ce premier parti de Belgique, les 17% qui ne vont pas voter? Une des choses que je dis, c'est vous pouvez ne pas vous intéresser à la politique, mais la politique d'une manière ou d'une autre, elle s'intéresse à vous. C'est assez bateau. Après, tout dépend, j'ai envie de dire, du niveau de rejet de la personne par rapport au monde politique. Parce que bon, c'est assez intrusif, sonner à une porte, les gens sont occupés, je donne le bain aux petits, je suis en train de faire à manger, et hier je suis les parents sont dans le jacuzzi dans le jardin, j'ai dit ne les dérangez pas, c'est la meilleure manière de perdre 2 voix. Donc, mais c'est des réalités, c'est très intrusif. Et donc, très honnêtement, quand le ton est hyper agressif en disant non,
partez, machin. Le maximum, en tout cas moi, auquel je suis arrivée, c'est de donner au moins un document que j'ai réalisé avec ce qu'on prévoit. D'ailleurs, le fond, il est rose, et je leur dis tout le temps, ça c'est la vie en rose, on vous promet plein de choses, tout le monde vous promet plein de choses. Et derrière, il y a les acquis et ce sur quoi on s'est battu. Donc je dis, écoutez, vous n'avez pas envie de m'entendre, vous n'avez pas envie de savoir ce qu'est la politique, mais normalement, le 9, vous allez voter. Alors, c'est quoi ? Faites votre avis, je vous laisse ça. À part cela, si je trouve que c'est... j'ai déjà utilisé aussi, voter dans votre intérêt. C'est nous qui défendons les travailleurs. Et vous le verrez dans ce que je vous donne là. Mais c'est excessivement difficile. Peut-être aussi, je suis conseillère communale, donc j'ai peut-être le lien au niveau local. Ça, je trouve que c'est un plus pour aller vers les citoyens, parce qu'on connaît les quartiers, on connaît les gens. Ah, mais vous me dites quelque chose, je pense qu'on est allé à l'école ensemble. Enfin, c'est une manière aussi de pouvoir entrer en contact et un peu réduire finalement ce fossé qu'on a l'impression qu'il y a avec les gens. Je pense que c'est une des façons de faire. Enfin, moi, hier, par exemple, j'étais dans mon quartier, quartier du Tuquet à Moucron, très densément peuplé. Là, il y a d'ailleurs le plus grand centre fait d'asile de Belgique, c'est dans ce quartier-là. Eh ben, il faut y aller. Donc je dis, écoutez, je viens ici. Et je dis d'ailleurs souvent comme conseillère communale ou comme voisine. Ça, je trouve que ça réduit un peu le fossé avec les élus qu'on a l'impression qu'ils sont un peu déconnectés. Mais ce n'est qu'une expérience personnelle qui n'a pas vocation à être forcément une vérité générale pour tous. Hein. Moi, j'ai tendance à leur rappeler que d'abord, le droit de vote, c'est un droit pour lequel d'autres se sont battus, que ça a été une dure lutte et qu'à un moment donné, notamment pour les femmes, c'est un droit qui est récent. Et puis, en général, ce qui se passe par la suite, c'est qu'on a un déversement de haine qu'on prend sur soi. Et on se rend compte qu'en fait, le citoyen, il a simplement besoin de parler et d'être écouté. Et puis derrière, il faut réexpliquer. Comme tu l'as dit, il faut réexpliquer ce pourquoi on s'est battu, ce pourquoi le parti a eu des avancées. Donc c'est ça que je disais tout à l'heure, ça prend du temps. C'est vraiment une campagne où un porte-à-porte qui habite... Enfin, j'ai l'air de dire que je suis rodée à l'exercice, mais je veux dire, je fais pas de la... Voilà, c'est ma troisième campagne, c'est ma première campagne fédérale, mais j'avais pas l'impression dans les 2 campagnes précédentes qu'on mettait autant de temps à devoir expliquer aux gens, retricoter en fait ce que d'autres partis sont en train de détricoter. Et donc voilà, il faut juste se manger ce genre de considération. Finalement, derrière, quand les gens se rendent compte que vous êtes là, vous les écoutez, ils se modèrent un peu eux-mêmes. Il y a quand même très peu de gens... Ça, c'est plutôt sur les réseaux sociaux, mais il y a quand même très peu de gens qui sont agressifs et qui claquent la porte au nez. Moi, jusque maintenant, je vais toucher du bois que ça ne m'arrive pas demain, mais j'en ai pas eu. Voilà, il faut réexpliquer, éduquer. On a aussi une grosse... Il faut pouvoir aussi faire en sorte que les militants s'engagent dans les campagnes et soient mobilisés pour pouvoir aussi expliquer. Avec un peu de chance, nous, on a fait beaucoup de marchés. On a eu des débats citoyens sur nos stands où des citoyens interagissaient dans le sens du parti et donc qui n'avaient rien à voir avec justement, n'étaient pas floqués, socialistes, etc. Et donc en fait c'est un mélange de tout, mais la première chose c'est réexpliquer et retricoter ce qui est en train d'être détricoté. J'ai commencé mon intervention en disant on a gagné les élections sociales, humblement, il faut reconnaître que la participation aux élections sociales a diminué. Le vote n'est pas obligatoire aux élections sociales et donc on est passé de grosso modo 70 à 65% de taux de participation au cours de ces 2 dernières fois, au cours de ces 8 dernières années. Et donc c'est assez interpellant. On n'a pas les flots de haine. Ça, les travailleurs, ils viennent voter, c'est plutôt, la sympathie est présente. Mais je pense que tant dans l'entreprise qu'au niveau des élections politiques, il va falloir qu'on démontre qu'on peut changer les choses, en fait. Parce que ce qui se passe objectivement aussi, c'est cette impression que, et je dis, même pour nous, parfois dans les élections sociales, et peut-être un petit peu plus dans les élections politiques, ce qui est assez logique, c'est d'avoir comme ça devant nous des travailleurs ou des citoyens qui pensent que finalement
est-ce que ça va vraiment changer les choses que je vote pour un tel ou un tel et que j'aille voter? Et ça, c'est un vrai enjeu, tant au niveau des entreprises qu'au niveau politique, de dire et de démontrer ouais, ça change, on change les choses, c'est pas facile, mais je crois que les citoyens ont l'impression que c'est pas tout à fait le cas ou que ce n'est plus tout à fait le cas aujourd'hui. Voilà. Juste une chose, c'est pas uniquement 3 mois ou 4 mois avant les élections. On doit faire ça, et je le dis pour nous aussi, hein, on vient de mener des actions, on doit les mener maintenant. Croyez-moi, les 5 ans qui vont venir, on va structurer les choses, des actions dans les gares, des actions de terrain, des actions sur les marchés, etc. Donc c'est un dialogue permanent. On ne convaincra pas tout le monde, mais c'est un dialogue permanent qu'il faut mener. Merci. Une autre intervention, une autre question? Oui. Bonsoir à tous. Ma question est pour M. Laby. Je voudrais savoir comment se fait-il que quand on veut avoir une radio à Epicura, on est toujours redirigé vers un call center. Donc ce sont des secrétaires, je suppose, je ne crois pas que ce soit du médical qui soit derrière le téléphone. Quand vous avez un problème, vous leur expliquez, vous êtes, on ne sait rien faire, madame, il n'y a plus de place, on vous prend à 6 mois. Vous téléphonez en Flandre à René, qui était à 17 km, à c'est 12 chez moi, donc René c'est 17. Dans la semaine, vous avez un interlocuteur qui écoute ce que vous demandez, et dans la semaine, vous pouvez aller faire votre écho. Expliquez-moi la différence, 6 mois à 1 semaine. Alors, on nous critique, mais c'est normal. Non, vous avez on raison. On a plus de Covid, hein, maintenant, le Covid est terminé. Je vais renvoyer la question à Jean-Pierre Genebeau. Non, mais vous avez 1000 fois raison. Allez, prenez un peu un rendez-vous chez un ophtalmologue. On est quand même pas mal dans cette salle à porter des lunettes. Ça va en avoir pour au moins, allez, si vous avez dans les 8 mois, 9 mois, pourrait être content. C'est lié à l'organisation de l'hôpital. Je ne connais pas le cas que vous explicitez ici sur l'hôpital Epicura ou sur celui de René. Mais on a un vrai problème aujourd'hui, et d'ailleurs ça fait partie aussi du programme du PS, c'est d'arrêter un peu cette limitation des médecins. On est vraiment dans un pays quand même, il y a des fois je me dis, mais on a un vrai problème de santé mentale, ça je vous l'ai dit, mais vraiment de santé mentale. Donc on limite le nombre de médecins et on va les chercher dans les pays de l'Est, voire ailleurs. Il faut un peu arrêter ces conneries. Je veux dire, il y a des jeunes ici qui ne demandent pas mieux que de devenir médecin ou infirmière ou autre. Il faut les mettre évidemment dans les meilleures conditions possibles, qu'ils aient du sens au travail. Vous savez, moi je m'occupe pas mal d'hôpitaux. Il y a plein de personnes dans les hôpitaux, que ce soit des infirmières ou que ce soit des médecins, qui aujourd'hui disent « mais moi je vais arrêter ce boulot. Hein. Je ne m'y retrouve plus, je n'ai plus... Mon travail à moi, c'est pas de remplir des papiers ou c'est pas de faire des tâches qui ne sont pas des tâches normalement médicales, c'est de m'occuper de la santé des gens. Donc ça aussi, ça fait partie de l'organisation générale. Ça a été évoqué tout à l'heure par Fatima. C'est lié aussi à la pénurie. Hein. Quand vous ne retrouvez plus le sens du travail, ce pourquoi vous avez fait vos études, ce pourquoi vous avez été formé, il est clair qu'à un moment donné, vous changez de travail. Donc le nombre de médecins est effectivement très important que pour pouvoir proposer une offre médicale, une accessibilité, parce que l'accessibilité, elle n'est pas que financière, elle est aussi bien sûr géographique et elle est aussi l'offre médicale, elle est aussi liée à l'offre médicale, c'est-à-dire que vous pouvez avoir accès si vous avez quelqu'un en face de vous. Or, on voit bien que dans certaines disciplines, que ce soit gériatrie ou anesthésiste ou des choses comme cela, on manque aujourd'hui cruellement de médecins spécialistes. L'autre volet, c'est lié à l'organisation de l'hôpital, comme je l'évoquais, mais ça, je ne peux pas vous répondre, je ne connais pas bien le dossier, c'est pour ça qu'on va demander à Jean-Pierre, mais alors jusque demain matin, à mon avis. Hein. Mais Jean-Pierre n'est pas là, enfin, je ne pense pas. Par contre, je peux répondre, puisque Solidaris est dans le pouvoir organisateur sur Mons et la Wallonie-Picarde. La réponse, elle est assez simple et très frustrante. Le modèle organisationnel sur Epicura, parce que vous prenez l'exemple, il y a des plages horaires qui sont déterminées, un nombre. Les personnes que vous avez au contact center, pourquoi? Parce qu'il y a différents sites hospitaliers, donc la facilité, c'est de regrouper les personnes pour qu'elles puissent avoir un numéro d'appel et avoir directement la réponse.
Et donc ce sont des employés administratifs qui n'ont pas automatiquement de capacité de répondre par rapport à votre dossier médical ou à avoir un avis éclairé. L'inverse, à René, c'est que les plages horaires, elles sont déterminées, mais le modèle flamand fait que l'organisation avec les médecins, on majore les plages. Et donc il n'y a jamais d'arrêt dans le nombre des plages. Je vais vous donner un exemple sur Ath et Picura. Aujourd'hui, on doit travailler avec de l'intérim le week-end pour la RMN, parce qu'on n'arrive pas à avoir suffisamment, c'est ce que Jean-Pascal venait de dire dans sa conclusion, de personnel pour pouvoir couvrir du lundi au dimanche. Et donc la réalité, c'est aujourd'hui, et on peut le dire ici, c'est deux modèles organisationnels entre la Wallonie et la Flandre, et un lien avec la pénurie et l'absence de personnel qualifié pour pouvoir exercer l'activité. Ce n'est pas une volonté de l'hôpital de ne pas le faire, c'est vraiment d'être dans un schéma de ne pas être en capacité de répondre à la demande. Voilà la réalité entre René et Picura, concrètement, par rapport à votre question, malheureusement. J'espère bien, j'espère bien. Une autre question, Luc. Je suis très content de se retrouver ici dans un milieu tout à fait spécifique au niveau de l'action commune, puisque vous savez que les maisons du peuple telles qu'elles existaient avant bénéficiaient de l'avantage d'à la fois associer le PS, les mutuelles et les syndicats, qui se sont avec le temps perdus. Mais je constate aussi qu'on reparle à chaque fois d'action commune à l'aube des élections. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une raison et une volonté d'arriver à mener un combat mutuel pour le bien des ouvriers. Je poserai simplement une question à Thierry. Bien heureux que vos résultats des élections sociales ont été un succès, mais je me pose la question, comment réussir à fidéliser vraiment tous vos affiliés envers le PS et pas nécessairement envers le PTB? Parce que je pense sincèrement qu'on a pu constater que de plus en plus de syndiqués FGTB avaient une orientation plus vers le PTB. Donc quel est le discours que vous entamez avec eux? Quelle sensibilisation vous essayez de leur apporter de telle manière qu'ils puissent revenir vers la raison et notamment vers le PS? Nous avons beaucoup de délégués et d'élus, quelque chose de l'ordre de 25 000. Et dans ces 25 000 délégués élus, effectifs ou suppléants, il y a, à mon avis, 20-25%, plutôt, enfin voilà, peu importe, je sais pas, un quart, un cinquième, de délégués qui sont des délégués qui sont proches du PTB. Plus dans certaines régions que dans d'autres. Charleroi, pour ne pas la citer, est vraiment un épiphénomène. Maintenant, il faut bien comprendre que ces délégués-là sont souvent de très bons délégués. C'est des bons délégués. Ces délégués-là sont des délégués qui nous ont permis de gagner les élections sociales, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et à l'intérieur de la FGTB, ce qu'on a toujours fait, c'est avoir des lignes de conduite, avoir des objectifs, avoir des revendications qui doivent être portées, soit à l'intérieur des entreprises, où là, alors le rôle des partis a un peu moins d'importance, soit au niveau des revendications qui sont plus à l'encontre d'un gouvernement pour ce qui concerne la sécurité sociale ou autre. Si demain, là où la majorité des responsables syndicaux à la FGTB donnent des consignes de vote, c'est la pire des choses que je pourrais faire. Tout le monde sait très bien que je suis affilié au Parti socialiste depuis le 1er janvier 1980, ça fait quand même du temps. Les délégués du PTB le respectent. Le jour où je vais dire maintenant on vote PS et pas PTB, c'est la pire des choses que je puisse faire pour le PS. La pire des choses. Tout le monde sait que je suis ici ce soir. Tout le monde sait ce que je pense en termes de meilleur vote à effectuer dans quelques jours. Mais jamais
je ne ferai une consigne de vote, vu le rapport de force dont je viens de parler, parce que je suis sûr que ça aurait un effet contre-productif, mais majeur, et que ça amènerait, comment dirais-je, je ne sais pas s'il y a des indécis, mais que ça amènerait un certain nombre de délégués à changer de cap et à continuer à défendre plutôt un vote pour le PS. Ça, c'est une première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, on est entre nous, je peux le dire. Il y a un problème depuis maintenant au moins 10 ans, pour ne pas dire plus, entre le Parti socialiste et la FGTB, qui est que le Parti socialiste a l'incapacité d'anticiper à notre égard les décisions qu'il va prendre et qui vont être compliquées. C'est une incapacité qu'il a. Le Parti socialiste, on est entre nous, je veux dire, a défendu, écrit le projet Van Quickenborne sans m'en parler, qui est un projet qui finalement a été abandonné parce que j'ai fait de mes pieds et de mes mains à l'intérieur du bureau et à l'extérieur. Il a fini par être abandonné grâce à une interview de Paul, il faut le dire, mais que de temps perdu. Comment est-ce que c'est possible que le Parti socialiste, lorsqu'il pense écrire un projet de loi qui va restreindre le droit de manifester, ne téléphone pas au président de la FGTB? Ça prend un quart d'heure de me téléphoner. Et je suis désolé, le fait de ne pas anticiper comme ça, et je ne donne pas des leçons, mais c'est ça le vrai problème. Et je peux donner, au cours de cette législature, au moins 4 ou 5 exemples flagrants que vous ne connaissez pas et que j'ai récupérés à l'intérieur de la FGTB parce qu'on ne nous en avait pas parlé, de décisions qui devaient être prises à l'intérieur du gouvernement concernant encore plus de flexibilité au niveau du marché du travail, concernant encore moins de... enfin bref, je ne vais pas passer... Et il y a comme ça 4 ou 5 décisions en dehors du projet Van Quick, où là, j'ai ruiné la brancard parce que j'en avais marre, parce que ça, c'est fondamental. On vient sortir un projet de loi qui va réduire le droit de pouvoir manifester au moment où les travailleurs et les travailleuses de délai se sont fait considérer comme de la merde. Et voilà, donc je réponds très clairement, il y a un gros problème et le parti doit apprendre quels sont les quelques dossiers sur une législature, il y en a 4 ou 5, quels sont les quelques dossiers sur lesquels on doit avoir le réflexe de se dire « bordel, avant d'aller plus loin, je téléphone à la FGTB parce que ça va puer ». Et ils ne le font pas. Et je peux vous assurer qu'il y a au moins 3 gros dossiers que j'ai réglés en interne pour ne pas que ça pète. Merci pour cet éclairage. Je vais juste ajouter une chose par rapport à ça et sans m'immiscer dans la gestion de la FGTB, mais c'est quoi l'action commune ? Sincèrement, aujourd'hui, elle donne 20 à 25% de ce qu'elle pourrait donner. Je vous jure que c'est vrai. Parce que c'est quoi ? C'est 3 structures. Laissons l'associatif de côté, mais j'intégrerai l'associatif de la même logique. C'est des structures de proximité qui sont ancrées dans le terrain, qui tous les jours ont des dizaines et des dizaines de milliers de contacts, qui recueillent le désespoir des gens, les problèmes des gens, les envies des gens, les espoirs aussi des gens, et qui devrait les relayer vers le parti, qui, lui, son rôle, c'est d'exercer le pouvoir. Et notre rôle à nous, il est à la fois de faire remonter ce que le terrain nous dit, pour que les décisions soient en concordance avec ce que le terrain dit, et parce que tu as évoqué effectivement le PTB, mais bon nombre d'affiliés FGTB, ne parlons pas chez Solidaris, votent PS. Votent PS. Et donc notre rôle à nous, c'est de faire remonter ces préoccupations et de réexpliquer ensuite sur le terrain les décisions qui ont été prises sur le plan politique. Mais pour cela, il faut qu'il y ait une concertation permanente, et pas 3 mois, 4 mois, 5 mois avant les élections. C'est en permanence que l'action commune doit vivre. C'est en permanence qu'on doit construire ensemble. Et je l'ai déjà dit, je pense que Camille était au bureau de parti quand je l'ai dit, quand un parti de gauche ne pense plus la société dans laquelle on est, ne voit pas les fleuves souterrains qui sont en train de se formater dans la société dans laquelle on est, alors on va devant de grandes difficultés.
C'est la raison pour laquelle on a perdu de la proximité. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui le succès du PTB? Ce que dit le PTB, c'est peut-être ce que le PS disait il y a 30 ou 40 ans. Et donc quand on n'est plus ancré sur le terrain, et je ne dis pas qu'on ne l'est pas, il y a plein de mandataires ici qui le sont, mais quand la stratégie globale n'est plus en phase avec cela. Parce que ça, je ne critiquerai jamais, il y a des bourgmestres ici, et Bruno le sait, Marie la même chose, Fatima aussi, et il y en a d'autres ici dans la salle. C'est pas ça, c'est la stratégie globale qui doit être articulée. Alors c'est très sympa quand on se voit, et on se voit assez régulièrement, Paul, Thierry et moi, mais à un moment donné, ça doit être suivi de choses très concrètes, ça doit être un lien permanent, une écoute permanente. Et on ne dit pas que ce qu'on dit, nous, doit impérativement être suivi par le PS. Le PS a sa propre stratégie. Mais sincèrement, croyez-moi, elle ne donne que 20 à 25% de son rendement aujourd'hui. Et ce n'est pas suffisant. Ça ne date pas, c'est pas nouveau, quoi. Quand Rudy Demotte était aux affaires sociales, il pense, il est à deux doigts de le faire, mettre en place, c'est une bêtise, qui est une limitation du cumul entre la pension de veuve des mineurs, ça date d'il y a 30 ans, donc c'est pas d'hier, entre la pension de veuve des mineurs et une autre indemnité, je ne me souviens plus laquelle, que les familles percevaient également. Je crois que c'était en lien avec la maladie professionnelle. Et il veut mettre en place un plafonnement alors qu'il n'y avait pas de plafond entre le cumul des deux revenus. De nouveau, donc ça ne date pas d'hier, il met ça en place, je n'étais même pas au courant, j'étais toujours à Liège à l'époque, je crois que c'était en 2000. Et puis, la salle d'attente de l'Office de droit social de la JTB de Liège est remplie d'Italiens et de Turcs. Avec des familles qui viennent en disant « mais qu'est-ce qui se passe ?» Comme le dit Jean-Pascal, nous à la FGTB, on reçoit 10 et 15 000 personnes par jour. Par jour. Par jour. D'accord ? 10 000 personnes par jour dans tout le service. Et donc, quand ça arrive, je téléphone à Rudy. Et Rudy me dit, bah ouais, tu sais, de nouveau, hein, des questions budgétaires. Je dis, qu'est-ce que tu vas gagner là-dedans ? Je dis, viens dans notre salle d'attente, t'avais les enfants de la vieille veuve italienne, excusez-moi de parler comme ça, qui ne tenaient plus pièce ensemble, qui étaient autour d'elle. Est-ce que c'était pour de l'argent ? Non. C'était pas pour les quelques dizaines ou centaines d'euros que la famille allait perdre. C'était pour le respect du monsieur qui était mort dans la mine. Et ça, si on ne fait pas attention aux 10 000 personnes qu'on reçoit tous les jours, avant de prendre une pièce de décision comme ça, eh bien, voilà. Et donc, je le dis toujours, moi, avec mes tripes, de façon différente que Jean-Pascal, mais merde, quoi. Est-ce qu'on peut anticiper quand on prend une pièce de décision comme ça ? Elle est vieille, c'était en 2000, on n'en parle plus. Mais je veux vous assurer que moi, j'en avais les larmes aux yeux de voir ces familles italiennes qui étaient dans ma salle d'attente. Alors, je pense sincèrement que vos réflexions... Il y a un peu d'altonien, donc on va passer à la région. Voilà. Mais en fait, je suis bien content d'avoir eu vos réflexions parce qu'elles illustrent très bien les multiples ressentis que j'ai depuis que je fais du porte-à-porte. Et donc je crois qu'il est important au niveau des mandataires locaux, régionaux et même fédéraux, qu'on puisse retourner vers la population pour apprendre ce qu'ils ressentent au quotidien et leur vécu régulier. Merci. On reprend peut-être une dernière question, une dernière intervention, parce que la soirée... il y en a pas... Oh. Deux alors, deux derniers. Voilà. Parlez près du micro, s'il vous plaît. Ne touchez à rien. Allez-y. Attends, on ne vous entend pas. Ça va ? C'est bon. Ouais. Hein ? Allez-y. Oui. Je voudrais poser une question qui a trait à la politique plus générale. En fait, on fustige le MR, et je suis tout à fait d'accord, je suis le premier à le faire. On fustige quelque part le PTB. Non, je suis un peu moins d'accord, parce que je trouve qu'il y a des idées à prendre chez le PTB. Mais on oublie un troisième parti qui est en train de grimper en flèche et qui réunit toutes
sorte de personnalité hein, qui est en train de gagner en popularité, notamment avec un ex-ministre MR. Et là, je voudrais connaître la position des futurs élus socialistes si les engagés devaient participer à une coalition gouvernementale. Voilà. Voilà, donc position des élus si les engagés devaient participer au gouvernement avec vous. Ce que je peux dire sur ce parti qui n'a pas été cité, qui est les engagés, c'est que j'ai le bonheur, si je puis dire, de les connaître particulièrement bien parce que je viens de Moucron et qu'ils y sont en majorité absolue. Et on est dans un bastion d'engagés et, comme je vous dis, j'ai le bonheur de les côtoyer régulièrement. La position du parti, c'est qu'on veut faire une majorité la plus progressiste possible. Mais en attendant, ce sera évidemment, d'abord voir les résultats des élections et voir quelles sont finalement les positions des citoyens. Et à partir de là, c'est de faire une majorité la plus progressiste. Honnêtement, on ne peut pas s'avancer plus que cela. C'est une particularité, je pense que personne ne les avait vraiment vus arriver, en tout cas à ce point-là. À partir de 10, c'est arrivé à 18,5, alors que bon, c'est totalement anecdotique, par exemple au Parlement wallon. Voilà, enfin, je veux dire, on ne les a pas vus arriver, et de temps en temps peut-être revenir sur le côté un peu c'est le bon sens, le côté un peu moralisateur, conservateur. Bon, en tout cas, moi, chez moi, ils sont très très conservateurs, et Dieu sait que j'ai essayé de les mettre en difficulté sur un tas de dossiers très très épineux. C'est pas simple. Je pense que c'est encore un bastion qu'on a cru qui s'était effacé. C'est un pilier, en tout cas, parmi les piliers que l'on a connus, le pilier libéral, socialiste et les chrétiens. Je pense que c'est un pilier qu'on a sous-estimé, qui a continué à travailler en sous-marin. En fait, nous, ils sont très présents. Ils ont un maillage très profond au sein de l'associatif, dans les administrations, et je pense qu'ils ont réussi à créer ce renouveau. Quant à Cruc, moi j'ai le bonheur de le voir, notamment dans la commission PFAS au Parlement wallon, et je peux vous dire que les coulisses, elles sont pas... C'est pas joli à entendre et c'est pas joli à voir. Oui, mais quand j'entends Maxime Prévost lors d'un débat sur TLMB, il n'y a pas plus tard une semaine ou à peu près, dire qu'il est prêt à baisser son pantalon devant n'importe qui pour revenir. Là, ça me laisse sceptique. Est-ce que le PS est prêt à s'engager, cette catholique, avec un... Nous, ce qu'on aimerait, c'est de ne pas retourner avec le MR. Voilà. Si on a besoin de donner peut-être une réponse claire, nous, on aimerait se passer du MR. Mais encore une fois, la décision, elle ne revient pas à nous. Voilà. Oui. Mais, allez, on est là pour ça. Hein. Aujourd'hui, avant d'avoir des conjectures, et c'est normal de poser la question, mais aujourd'hui, il y a un enjeu dans les 5 jours qui viennent, c'est être incontournable. Et s'il y a une chose qui est réelle, c'est que si on est contournable, on sera contourné. Voilà. Et donc, on doit tout faire pour être incontournable dans les 5 jours qui viennent. Et après, on verra pour la suite. C'est ça, en fait, l'enjeu des 5 ou 6 jours qui viennent. Merci. Il y avait encore une question, encore à Luc Van Saint-Gel, là. Et puis, il y a Cédric ici devant, et puis Luc... Alors, pour reparler un peu santé, je suis un des démissionnaires du système de santé français, puisque après 16 ans à l'hôpital, je l'ai quitté. La France, dans les années 90-2000, a subi une grosse crise du financement des hôpitaux, qui est entre autres liée à la séparation entre cliniques et hôpitaux publics, avec une prise en charge dans les cliniques des soins lucratifs, pour laisser à l'hôpital public les soins difficiles à financer, la gériatrie, l'urgence, entre autres. Est-ce qu'en Belgique, on est prémuni de cette séparation-là et de ce définancement de l'hôpital public, ou est-ce que c'est une crise vers laquelle on va ? Merci.
Mais en Belgique, contrairement à la France, il y a très très peu d'hôpitaux lucratifs. Il y en a un à Bruxelles, le Chirec, donc on n'a pas le même paysage hospitalier qu'en France. Donc tous les hôpitaux, qu'ils soient publics, et la plupart des hôpitaux sous forme d'ASBL, qu'ils soient d'ailleurs catholiques ou autres, sont non marchands, sont non lucratifs. Donc on n'a pas le même problème qu'en France. Et si réforme il y a, je ne pense pas qu'on ira vers ce genre de choses. Historiquement, le secteur hospitalier en Belgique est un secteur non marchand, à une exception près dans la région bruxelloise. Merci. Alors, une dernière question pour Luc. Merci, ce n'était pas une question. Je voudrais remercier nos oratrices et nos orateurs pour tout ce qui a été exposé aujourd'hui et les féliciter pour la qualité, la forme du discours, mais surtout le fond. Parce qu'aujourd'hui, on a appris des choses de fond que vous aviez envie d'exprimer, vous les avez très bien exprimées. C'est vrai qu'il nous reste que quelques jours, sans doute, pour persuader quelques personnes indécises. Mais par la suite, je pense qu'il y a un manque d'action commune. Vous l'avez exprimé et vous avez parlé vrai. On n'a pas tous les jours l'occasion d'entendre parler vrai, comme vous l'avez fait. Vous devez être remercié pour ça et nous devons vous faire confiance pour qu'à l'avenir, le PS, la mutualité, le syndicat travaillent et parlent d'une seule voix. Voilà, je laisse la parole à notre président fédéral, Quentin. Voilà, merci Dominique. Bonsoir à toutes et tous, chers camarades. Merci pour la qualité des oratrices et des orateurs. C'était vraiment très très intéressant de vous écouter, mais également d'avoir le ressenti que vous pouvez nous faire de vos actions de terrain. Et là, c'est clair que je vais commencer cette conclusion qui va être très courte, je rassure tout le monde, par une expression qui dit « pour se comprendre, il faut se parler ». Et je pense qu'effectivement, on a ressenti ce soir que parfois le dialogue est difficile, parfois les rencontres ne se font pas au bon moment, mais je pense que nous sommes le parti qui est engagé dans une lutte sociale, un parti qui fait face tous les jours, toutes les heures, aux difficultés que rencontrent les gens, les hommes et les femmes qui composent notre société. Alors, tirer à boulet rouge sur l'un ou sur l'autre, je pense que ça ne nous mènera nulle part. Par contre, continuer à se parler, continuer à se voir, continuer à se rencontrer comme on le fait aujourd'hui, pour mener à bien le combat social et pour rétablir un dialogue qu'il faut absolument qu'il soit le meilleur possible pour construire la société de demain, ça c'est le plus important. Ensuite, en ce qui concerne ce dont on a parlé aujourd'hui, vous m'excusez mais j'ai pris des notes en vous écoutant parce que je suis arrivé en retard. L'action commune en Wallonie-Picarde, elle existe. Elle existe réellement. Quand j'ai eu la chance de devenir président il y a un peu plus d'1 an, avec Sébastien Choquet, avec Gaëtan Van Est, on s'est vu très vite. Et on a mis en place cette action commune qui maintenant, je pense, revit. Arroapi existait déjà, mais grâce à l'action commune, la Wallonie-Picarde, par exemple, a été la première fédération à aller dans le sens demandé tant par le syndicat que par la mutuelle concernant la loi anti-casseurs. Et je pense que ça, c'est important de le dire. Ici, on se parle, mais ici, on agit également. Idem pour le combat mené par les Deleziens, mais également pour la réforme du SAFTAM, cette intercommunale de soins de santé qui est extrêmement importante ici dans notre région. Alors, je ne vais pas faire de grandes conclusions, mais le PS, c'est le parti de la santé. On vient de le dire. Le PS, c'est le parti de la santé. On veut une réforme de la santé qui soit finançable. C'est dans notre parti. Nous avons tout chiffré. Cette santé, elle est importante et donc nous voulons qu'elle puisse répondre aux attentes des uns et des unes et des autres. Ce qu'on veut également, c'est que les soins de santé puissent être donnés par des professionnels qui ne sont pas en surcharge. Et ça, je pense que c'est aussi le message qu'on doit faire passer. Il y a les patients d'un côté, mais il y a également le personnel de l'autre. Et ça, on y est extrêmement attentif. 2, le PS, c'est le parti du travail. On se trompe vraiment de discours. Qui croit que nous sommes
pour les chômeurs. Nous, notre ennemi, c'est le chômage. C'est pas les chômeurs. Les chômeurs n'y peuvent rien s'ils sont chômeurs. Par contre, le chômage, c'est lui notre ennemi. Et c'est ça qu'on doit répéter à l'envi au sein de nos assemblées quand on va convaincre en porte-à-porte, comme vous le faites, sur les marchés. Le chômage, c'est notre ennemi. L'EMR, c'est évidemment notre ennemi. Et pour parler de cet ennemi, l'EMR, la sécurité sociale, qui, on le répète souvent, est notre bien le plus précieux, la sécurité sociale est durement attaquée ici. Alors on sait que les libéraux, ça fait des années qu'ils veulent taper dedans, et ils font en sorte qu'on puisse demain avoir une aide sociale qui soit moins performante. À cela, évidemment, l'EPS est extrêmement opposé. L'EPS, c'est celui qui a revalorisé les pensions, pardon. C'est celui qui est derrière chacune et chacun lorsqu'on parle de soins de santé. Mais le PS, et notre force au PS, c'est vous, les militants, les femmes et les hommes qui composent notre parti. Ceux qui nous font remonter les informations. Celles et ceux qui font en sorte que demain, on puisse vous accompagner dans la difficulté. C'est ça le Parti Socialiste. C'est nous qui sommes le plus proches des préoccupations des gens. Et ça, personne ne peut nous le retirer. Enfin, je terminerai par un sentiment. On sait que cette campagne électorale est une campagne un peu désenchantée où les gens, on le sent, sont un peu désintéressés. C'est certainement à cause des politiques et je pense qu'on doit pouvoir aussi regarder notre propre nombril et se dire qu'on a un moment foiré dans le truc. Mais très honnêtement, moi je suis au Parti Socialiste depuis 2006. Depuis que j'y suis, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui tous les jours, je l'ai dit tout à l'heure, travaillent mais pensent une société plus juste, plus équitable. Avec la sécurité sociale, on en a parlé par exemple, mais pas que. Des gens qui tous les jours vous rencontrent, font les permanences. Il n'y en a pas qu'au Parti Socialiste, ça. Il y en a à la Mutuelle, il y en a au syndicat, il y en a dans nos mouvements d'éducation permanente. J'ai la chance de travailler chez Présence et Action Culturelle et je peux vous dire que le travail qu'on fait en termes d'éducation permanente est extrêmement important, tant dans les analyses qui sont poussées que dans le travail de terrain. Alors, on ne rêve plus visiblement quand on parle de politique, on ne fait plus rêver au Parti Socialiste. Pourtant, on est les seuls remparts, on est les seuls qui mettons en place des choses pour que demain soit meilleur. Alors, si demain on ne veut pas sortir du cauchemar du MR, eh bien le 9 juin, votez socialiste mes chers camarades.